Alors, ce soir, moi, je suis très heureux déjà que vous soyez, vous tous, dans la salle. Et puis aussi, bien sûr, que je sois bien entouré ce soir. Parce que pour qu'une réunion comme celle-ci soit efficace, il faut des intervenants. Donc, je remercie déjà Jean-Charles Collas, qui est vice-président à la métropole en charge de la mobilité. Quoi d'autre? Je te le laisserai te présenter. Mais Jean-Charles Collas, on a une longue habitude de travail, puisque depuis, je crois, pratiquement le début, sous différents aspects, il est venu présenter des choses, s'exprimer, notamment quand il était, quand il était président de la commission de transport à la région sous le mandat de M. Kéran. C'est bien ça, hein? Voilà. Donc voilà. Jean-Philippe Chaunet, notre maire de Communet, que je remercie pour les locaux et toute la souplesse qu'il met dans l'organisation. Qui est aussi très impliqué dans les transports, puisque dans le cadre de nouveaux mandats, je crois que tu as la responsabilité des transports sur la CCPO, donc c'est quand même important. Je remercie aussi Gilles Renevier qui représente Fracture. Fracture, c'est, on va dire, c'est notre colonne vertébrale depuis 20 ans, hein. Tout se passe dans et avec Fracture, bien sûr sur les associations locales comme le faire, hein. Chacune des associations fait différentes choses au cours de l'année, mais on se rejoint tous dans Fracture et c'est important que Gilles soit là pour représenter Fracture et nous donner la position de Fracture. Jean-Luc Fugy, c'était aussi important qu'il soit là parce que c'est quand même quelqu'un qui était le rapporteur de la loi sur les mobilités. Donc il connaît le sujet des transports, il connaît aussi le sujet des problèmes de l'air, puisque c'est un spécialiste de l'air sous ses différents aspects. Donc c'est des sujets qui nous concernent directement. Donc c'était aussi pour ça qu'on souhaitait qu'il soit présent. Et donc on le remerciera quand il arrivera. Mais vous voyez que autour de moi, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'engagement depuis longtemps. Donc c'est important. Et cette réunion, elle a pour but que chacun donne ses positions, et vous aussi, bien sûr, dans la salle. Mais le but aussi, surtout, c'est comment on va défendre nos positions. Puisque cette réunion se situe dans un contexte particulier. Alors bien sûr, l'après-Covid, je vous vois tous masqués. C'est quand même un peu difficile, je trouve. Parce que des fois, il m'a fallu un petit temps. Déjà que je ne suis pas physionomiste, mais il m'a fallu un petit temps pour vous reconnaître tous. Et donc, il y a cette phase qui est particulière, mais surtout, on se trouve dans une phase où il y a une concertation sur l'élargissement de la 46 Sud. Il y a un autre sujet qui vient se greffer, alors qui est moins le nôtre, mais il y a le pont de Vernaison qui pose beaucoup de problèmes, plus d'autres choses dont on parlera. Mais la grosse actualité, c'est l'élargissement de la 46 Sud. Donc voilà dans quel contexte se situe cette réunion, et on souhaitait, nous, pouvoir s'exprimer, pouvoir dire des choses. Elles ne vont pas dans le sens de ce que nous propose l'État, le concessionnaire. On vous l'expliquera et on vous expliquera pourquoi on a pris cette position, mais c'était important. Je ne vais pas être plus long. Ce soir, on a parmi nous, je ne sais pas où il est, la fluée clochette. C'est-à-dire que Claude, on s'est donné un certain temps de parole et quand on le dépassera, vous entendrez une petite clochette. Mais la petite clochette risque de se transformer en père fouettard si on est vraiment trop long. Donc voilà, on va essayer, nous tous, bien sûr, vous interviendrez au fur et à mesure des discussions. Je vous demanderai à vous aussi, quand vous le ferez, de tenir un peu le timing. Et nous, on essaiera d'en faire autant. Donc je ne vais pas être plus long. D'accord. Donc ça va pas rigoler, mais on va quand même essayer de pas que ce soit pas trop qu'on soit pas trop contraint non plus. Donc je donne peut-être tout de suite la parole à Monsieur le maire, tiens. Et puis Gilles interviendra après, Jean-Charles, et puis on attendra Monsieur Fugy qui arrivera après. Si vous me permettez, je vais tomber le masque. Donc, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la salle des fêtes de Communet. Si j'ai bien compris, j'ai combien de minutes là pour parler là? Bon, mais c'est après ou c'est tout de suite? Je mélange ou on fait? Bon, bah, écoutez, voilà, donc je suis content de vous voir dans cette dans cette salle des fêtes de Communet. Je remercie aussi toute l'équipe technique qui nous fait une projection et qui nous met plein de spots dans la figure, comme ça c'est encore plus compliqué pour ceux qui veulent parler. Voilà, mais en tout cas c'est super parce qu'on a l'enregistrement, on a le son et on a plein de choses. Voilà, donc je voulais excuser
les autres maires autour, parce qu'il y avait plein de choses ce soir, donc ils m'ont gentiment délégué en me disant de représenter l'ensemble des maires de la communauté de communes du Pays de Lauzon. Donc je vais essayer de parler aussi en leur nom et en tant aussi que vice-président de la communauté de communes en charge des mobilités. Donc on se rencontre de temps en temps avec M. Collas au niveau du Citral pour améliorer aussi les transports en commun sur notre secteur et il y a un véritable enjeu à faire ça. Voilà. Ceci étant dit, bon, quelques mots sur la position de la commune. Donc, comme toutes les communes, on a été rencontrés par des personnes qui s'occupent de concertation dans le cadre du projet d'élargissement à 3 voies de la 46 Sud. De façon unanime, tous les élus ont dit que ce n'était pas le projet qui était intéressant aujourd'hui de faire, tout simplement parce que si vous voulez augmenter un tuyau et qu'à l'extrémité du tuyau, vous avez un tout petit diamètre, ça ne passera pas, même s'il y a un gros tuyau avant. Voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, plutôt dans la partie sud, parce qu'on connaît plus la partie sud, moins la partie nord, même si elle impacte beaucoup Chaponnet et toutes les zones industrielles qui sont plus au nord de la 46 Sud. Nous, notre position, c'est de dire une concertation sans mettre le nœud de Givors-Ternay dans cette concertation, bah, ce n'est pas une vraie concertation, ce n'est pas quelque chose qui peut apporter quelque chose à nos territoires ici, puisque aujourd'hui, il n'y a rien qui est prévu pour faire une amélioration notoire du nœud de Givors-Ternay dans cette concertation. Alors on va nous répondre, il y a le préfet qui fait des comités de pilotage, voilà, ça fait 2-3 ans qu'on se réunit. Bon, on n'a encore pas vu beaucoup de choses sortir, alors je dis bien que ce n'est pas forcément simple. Maintenant, on a le pont de Vernaison qui se ferme. Voilà, mais je pense que Jean-Charles Collas en parlera. Il y a des problèmes techniques. À un moment, il y a la sécurité à respecter. C'est hyper difficile aussi de prendre des décisions comme ça. Mais ceci étant, ça augmente encore la difficulté sur notre secteur. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je souhaite faire passer dans le cadre de la concertation, puisqu'on l'a déjà dit quand ils sont venus nous voir, on le redira pendant la concertation. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'au niveau de la commune, on a accepté qu'il y ait une réunion publique qui se tienne demain soir, mais je pense que Gilbert en parlera tout à l'heure aussi. Réunion publique qui doit se tenir aussi dans cette salle-là, et au cours de laquelle, de toute façon, on exprimera à nous, les élus, cette position de dire qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on a des concertations, qu'on a des débats publics, qu'il ne s'est rien passé sur notre territoire depuis 20 ans, qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à croire tout ce qui peut nous être raconté, sachant qu'à chaque fois qu'on nous dit qu'il va se passer quelque chose, il ne se passe rien. Hein, il devait se passer des choses sur les voies de chemin de fer, il ne s'est rien passé. La 46, on sait qu'elle va être saturée. Et elle est de plus en plus saturée. Hein. Tous les soirs, nous, c'est bouché de l'échangeur de Communet jusqu'à Givors. Voilà, il y a 3 voies qui se transforment en une. Comment voulez-vous que ça se passe différemment à l'heure de pointe? Et malheureusement, on n'a pas non plus de transport en commun sur notre territoire. Donc les gens qui habitent sur notre territoire, on a des logements sociaux qui se construisent sur notre territoire, puisqu'on rentre dans l'obligation que l'État nous impose aujourd'hui de respecter. Donc on a de la population qui arrive. Et on est obligé aussi, d'un autre côté, de trouver des emplois pour ces gens qui vont venir habiter sur nos communes. Donc on développe aussi de l'activité économique. Donc ça fait aussi des camions qui viennent. Et donc on sature complètement le système. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le message que nous, on veut faire passer, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'une concertation sur un petit projet, alors qu'on a une totalité d'un territoire à prendre en compte, que ce soit l'accès à l'ouest, l'accès à l'est, l'accès à tout le sud de l'agglomération lyonnaise, qui aujourd'hui n'est pas du tout satisfaisant pour nous. Voilà, tout simplement la position que les élus portent aujourd'hui. Et puis si vous avez des questions tout à l'heure, je continuerai à développer pour pas être trop long, parce que j'ai peur que la clochette elle arrive. Donc, voilà, mais je ne vais pas être plus long, on en reparlera tout à l'heure. Donc il y a Jean-Luc Fugy qui arrive, et normalement il y a aussi Mathias Coty, le maire de Ternay, qui va arriver, et lui, il est encore plus concerné que communé par le nœud de Givors-Ternay. Jean-Luc. Voilà, je te redonne la parole, Gilbert, si tu fais l'aiguillage, et puis voilà, je reprendrai s'il y a besoin tout à l'heure. Ouais.
faut que je me mette dans le rythme. Euh, donc merci Jean-Luc d'être parmi nous. Je vais juste faire un petit bref rappel pour te redonner le contexte de la réunion et puis surtout de la façon dont on essaye de la tenir. Donc on disait que ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont particulièrement expérimentées sur les sujets qui nous concernent, de la mobilité, puisque tu as été rapporteur de la loi sur les mobilités, que tu es un spécialiste de l'air. Voilà. Donc l'important aussi, et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans cette réunion, c'est qu'on peut, ce soir, il y aura peut-être des avis qu'on ne partagera pas. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on se comprenne, que chacun comprenne la position de l'autre et pourquoi on a ces positions. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, je vous remercie encore de venir vous expliquer. Et je tiens, alors peut-être, Jean-Philippe, j'insisterai un petit peu encore un peu plus sur le fait on a des positions, mais comment on défend ces positions. Alors, j'ai bien entendu que vous participerez à la réunion publique de demain, si vous le pouvez. J'en dis pas plus. Mais voilà, vraiment, nous, ce qui nous importe, c'est de savoir comment on va défendre nos positions, parce que comme tu l'as dit, ça fait 20 ans qu'il se passe ce qu'il se passe, et maintenant, il faut qu'on Mais dans tous les cas, on écrira quelque chose, parce que je pense qu'il faut aussi écrire dans les concertations, parce que c'est quelque chose qui est repris après par ceux qui font les bilans de la concertation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques. Sinon, je vais continuer à donner la parole peut-être à Gilles. On vous laissera la parole à la fin. On essaye de se donner un temps de parole assez contraint et on a notre gardien du temps qui nous cadre. Ouais, on a fait clochette parmi nous. Pardon? Ah ben je sais pas, nous on n'a pas cette expérience-là, mais voilà. Gilles? Allez, bonsoir. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe sur notre territoire et pourquoi on a une réaction un petit peu épidermique avec ce projet de 2 fois 3 voies. Comme vous pouvez le lire sur cette diapo, on a beaucoup de projets qui sont mis chacun séparément, sans montrer qu'il y a une vision globale de tout ce qui peut se passer sur notre territoire. On peut parler de la SNCF Réseau qui veut se faire un petit bout de Céphale Sud vers chez nous, sans voir qu'il atterrit sur une gare de Ciblin qui est hyper dangereuse et qui va nous bloquer pour du RER le long de la rive droite du Rhône, par exemple. Il y a ASF qui veut faire un petit bout d'autoroute Rikiki vers chez nous, sans s'apercevoir qu'ailleurs, il y a d'autres autoroutes, d'autres voies routières, d'autres choses à utiliser pour essayer d'être plus performant. Et puis on peut étaler comme ça la litanie de tout ce qu'on peut nous prévoir sans que les choses soient reliées les unes aux autres. Donc il est bien évident qu'à un moment donné, ça ne peut pas le faire, puisque quand on a une vision étriquée sur un tout petit bout de territoire, on s'aperçoit que ça va bloquer les autres et que ça empêche d'avancer. Et puis surtout que chacun dit non, ça c'est mon domaine, la région, non, ça c'est mon domaine, la métropole, non, ça c'est mon domaine, l'État, et chacun s'empêche de parler mutuellement ensemble pour construire un projet commun. Alors bien sûr, à ce niveau-là, on dit stop, et on est peut-être l'une des rares associations à taper le poing sur la table pour dire ça ne peut pas se passer comme ça, et il faut trouver d'autres visions plus globales, d'autres visions plus intéressantes sur notre territoire. Sur les diapos suivantes, on va vous expliquer un petit peu ce que l'on peut faire sur nos territoires pour proposer des solutions. Parce que être contre, c'est toujours facile, hein, on est contre, mais qu'est-ce qu'on propose derrière pour dire et faire avancer les dossiers? Alors, on a réfléchi bien sûr au sein de Fracture, et puis on a déjà annoncé plein de propositions dans le cadre de notre mobilité. Alors, bien sûr, ce passage à 2 fois 3 voies n'est pas du tout une solution pour régler nos problèmes, puisque ça va augmenter, comme vous le verrez, la pollution, le trafic, ça n'a aucun intérêt, c'est inefficace et dangereux même. Alors ensuite, on a bien sûr une plateforme logistique, et M. Chaunet en a parlé, c'est-à-dire quand on veut créer une entreprise, si derrière on ne met pas les moyens techniques et nécessaires pour faire de la voirie et acheminer et faire évacuer les camions qui sont dessus, et c'est sûr que vous faites un engorgement. Et ce qui est beaucoup plus critiquable, c'est que souvent des sociétés privées s'installent et demandent à la collectivité d'assurer la maintenance des voiries. Et bien ça, c'est pas normal. C'est pas à nous, collectivités, et qui, avec nos impôts, devront payer des choses pour des entrepôts privés qui, soi-disant, nous font croire qu'ils vont créer de l'entreprise et surtout des emplois, ce qui est souvent illusoire. Ensuite, donc, on propose, donc, pour la diapo suivante, il faut savoir que tout ce qui est proposé sur notre territoire, si tu peux cliquer encore dessus, puisque c'est les communes qui sont présentes, font partie du plan de protection de l'atmosphère. Et d'autant plus qu'actuellement, il y a un plan de protection de l'atmosphère numéro 3 qui est révisé
et qui englobe encore un territoire plus grand. Et comme par hasard, la 46 Sud est toujours dedans et on n'en tient pas compte, bien sûr, que cette pollution, soi-disant d'après RSF, ça va nous améliorer la pollution, mais ça, c'est impossible. Donc il y a aussi une prérogative de la prévention de pollution, le plan de protection de l'atmosphère, qui n'est pas prise en compte correctement par ce dossier. La diapo suivante. Donc ensuite, on propose, nous, pour essayer d'améliorer notre mobilité, ce qui permettra aussi de faire diminuer le trafic localement et ce qui permettra de faire diminuer la pollution. C'est un cercle vertueux et on ne peut plus miser tout sur la voiture, c'est plus possible. Donc on envisage bien sûr un aménagement de plein d'infrastructures tout autour de chez nous. Vous avez la gare de Ternay, nous avons la gare de Saint-Pierre, ça c'est pour du ferroviaire. Nous avons bien sûr tout ce qui est des parcs relais qui peuvent être aménagés parce que pour amener les gens au plus proche des grands centres de distribution de transport collectif, comme chez nous il n'y a rien, il faut bien les amener au moins sur des zones intéressantes comme les gares de Vénissieux, gare de Mermoz, au niveau du métro plutôt. Utiliser les trams qui sont actuellement en présence et qui sont trop lents, donc inefficaces, parce que si vous faites du transport collectif trop lent, les gens vont continuer à prendre leur voiture. Donc il faut être beaucoup plus pertinent. Donc il y a plein de projets sur notre secteur, Corba, des zones de frais de transport de collectif avec des bus express, puisque ça se fait au niveau de la 6 à 7, des classements maintenant M6, M7, donc pourquoi pas chez nous aussi, ça peut tout à fait s'envisager. Et ça sera bien moins onéreux que de faire une 2x3 voies à 250 millions d'euros, et beaucoup plus pertinent et efficace pour nous. Voilà, il y a plein de choses encore à faire, on peut dérouler rapidement pour ne pas prendre le temps. Donc vous avez le passage à 4 voies de la ligne de Grenay-Saint-Fond, Saint-Priest, qui ne devrait pas servir pour le Céphale Sud, mais devrait servir pour du voyageur. Donc le fameux RER dont on parlait tant à l'époque, M. Collomb, sur la rive droite et la rive gauche. Bien sûr, il y a un tel potentiel d'amener les gens par train que ça ne peut pas être bouché par du Céphale Sud. Voilà, donc on a encore sur la diapo suivante plein de l'ET2 qui peut être amélioré pour notre secteur. Vous avez aussi le prolongement de la ligne D du métro de Vénissieux. Voilà, donc des choses qu'on a proposées au Citral à l'époque, avant que ça soit le parti de M. Colas qui y soit. Et au Citral, ils nous ont écoutés et ils ont dit bah oui, bah non ça non plus, bah ça non plus, parce qu'on n'a pas les sous, parce qu'il n'y aura sûrement pas assez de monde pour le prendre. Mais bien sûr, quand on dit que c'est impossible, on n'a pas envie de le faire, quoi, c'est sûr. Voilà, donc tout ça, il faut que ça soit géré d'une manière un peu tripartite, c'est-à-dire métropole, région et l'État, et c'est eux qui doivent se réunir tous ensemble pour étudier des propositions d'amélioration, car actuellement, il y a toujours le syndicat mixte des transports, le SMT, qui étudie quelque chose sur l'agglomération de métropole lyonnaise. Eh bien, nous sommes encore les parents pauvres, parce qu'il y a plein de projets, mais chez nous, il n'y a toujours rien du tout. Donc il faut bien comprendre que tout ce qui est le Val d'Ozon, dont vous faites aussi partie jusqu'au bout à Ternay, eh bien nous sommes les parents pauvres et ça ne peut pas continuer comme ça ne peut pas être tout mis chez les autres et rien chez nous. Nous, il n'y a que des voies routières, que des autoroutes, que des voitures qui polluent. Il faut que ça change. Ensuite, bon, ça on avait évoqué les vélos, les transports fluviaux. Alors le vélo chez nous, c'est un peu plus difficile à mettre en place des voies cyclables parce qu'il y a une telle quantité de voitures et de camions que la durée de vie sur un vélo sur nos secteurs, si c'est pas correctement aménagé, c'est pas en traçant juste une petite voie sur la route et en balisant en vélo que vous n'allez pas vous faire écharper par des camions. Et je pense que la durée de vie est plus moindre que sur une autoroute qui est de 20 minutes. Pour un piéton, je pense que chez nous, c'est moins que ça. Donc c'est difficile à mettre en œuvre si c'est pas hyper sécurisé. Voilà, les nouvelles technologies pour pouvoir faire du covoiturage plus facile, ça va certainement exister, c'est en train d'être mis en place aussi. Donc ça bouge un peu, mais sur notre territoire que vous voyez qui est assez vaste, pour ceux qui ont oublié une chose, il y a toujours une sémantique où il faut faire très attention. C'est que pour nous, la rocade, pour beaucoup de gens, c'est la 46 Sud, la rocade Est et la 46 Nord. Ce qui est faux, ce qui fait que quand on vous dit on va vous soulager la rocade Est, comme ça a été à l'époque avec M. Dapassana ou M. Collomb, la rocade Est, c'est juste le petit bout de route qui va de la 43 à la 42, comme vous voyez sur le chemin, qui comprend Mézieux, par exemple, et Dessines. Donc quand on nous dit la rocade Est, on va vous la dépolluer, on va vous la soulager, c'est juste ce petit bout. Donc, et d'ailleurs, si vous circulez sur la rocade Est, à gauche comme à droite, c'est beaucoup d'entreprises et c'est très peu de logements. Alors voilà, il faut faire un petit peu attention. La 46 Sud, c'est ce qui va donc de la 7 jusqu'à la 43. C'est ce qui est mis actuellement à l'étude. Et la 46 Nord, c'est ce qui est plus haut. Voilà, donc faites toujours attention quand vous parlez à ceux qui ont soi-disant un peu de connaissances, de bien sectoriser les voies routières. C'est important pour ne pas se tromper. Voilà, si tu as autre chose derrière, mais je pense qu'on revient à la phase initiale. Donc on passe maintenant, ça va être les échanges et les positions avec les élus, mais ça, je repasse la parole à Franck Gilbert qui mène la danse.
Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Moi, je vais juste me permettre d'insister peut-être aussi sur l'aspect de certains dossiers hein, qu'on évoquait avant, qu'on évoque un petit peu moins, mais le déclassement de la 6 à 7, il est en train de se faire. Monsieur le préfet nous avait dit j'engagerai rien tant qu'on n'aura pas des solutions sur votre secteur. Enfin, je n'engagerai rien par rapport au déclassement à 6 à 7 tant qu'il n'y aura pas des solutions sur votre secteur. Vous avez tous vécu et vous voyez comment ça avance au niveau du déclassement de la 6 à 7 pour entrer sur Lyon. Chez nous, il n'y a rien qui se passe. Sachez que Fracture travaille d'un point de vue juridique concernant l'aspect de cible 1 du PPRT, hein, du plan de risque technologique. Le CFL fait partie intégrante toujours de notre réflexion, parce que dans la réflexion sur le CFL, on a toujours dit qu'on avait une vision globale, et c'est bien pour ça qu'on est encore là aujourd'hui, c'est bien pour ça qu'on parle des mobilités aujourd'hui, hein, parce qu'on s'aperçoit que si on ne met pas des camions, enfin en tout cas le fret, sur d'autres moyens que ceux utilisés actuellement, c'est-à-dire la route, eh bien, on est coincé sur nos territoires. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'était vraiment pour vous resituer notre position dans Fracture. Hein. Tous ces sujets, on n'a pas oublié le CFAL, on n'a pas oublié les sujets dont on vous a parlé lors d'autres réunions publiques. Ça fait partie d'un tout. C'est de plus en plus difficile à défendre, mais c'est en fait de plus en plus logique. Je ne vais pas être plus long. Si vous n'avez pas de questions ou de remarques, je vais passer la parole à Jean-Charles. Peut-être que ce serait intéressant aussi que tu nous parles du Citral. Peut-être un petit peu plus, parce que c'est important. C'est aussi une nouveauté dans le cadre de la loi LOM. Tout ça, il y a une logique. Donc, éclairez-nous de vos connaissances et puis par rapport à ce qui se passe de nouveau depuis peu de temps dans le cadre de la loi LOM. Donc, vous vous compléterez de toute manière, je pense. Merci. Bon, je vais l'enlever aussi, c'est mieux. Merci à tous. Ça va être difficile de tenir en un quart d'heure avec tous les sujets et toutes les questions que je viens de recevoir. D'abord, je suis assez heureux de revenir ici. Ce n'est pas la première fois, puisque depuis 20 ans, tu l'as dit Gilbert, on se retrouve régulièrement pour des réunions publiques. Alors, pas seulement dans cette salle, mais aussi dans cette salle, je m'en souviens bien. Et effectivement, j'ai changé un peu de collectivité, puisque les précédentes fois où je venais, j'étais élu régional, et maintenant je suis vice-président de la métropole, alors en charge des mobilités, non, pardon, des déplacements, de l'intermodalité et de la logistique urbaine. Voilà le titre exact. Chaque fois, il faut que je réfléchisse parce que je ne me souviens plus bien. C'est un gros truc, et je suis vice-président délégué du Citral, bien évidemment. Un tout petit mot quand même, parce que tu en as parlé en intro, même si je n'ai pas entendu, sur le pont de Vernaison rapidement, pour dire les choses clairement à tous ceux qui n'ont peut-être pas pu être présents à la réunion publique en visio qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines. Oui, c'est bien, tu te souviens. Tous les rapports des experts de l'État, de la métropole et des bureaux d'études nous faisaient craindre qu'avec les fortes chaleurs de cet été, nous allions atteindre un seuil d'alerte maximum qui allait nous obliger de fermer définitivement le pont dans les deux sens à partir de l'automne. Donc nous avons décidé, j'ai décidé d'ailleurs, puisque c'est moi qui en porte la responsabilité, de le mettre à sens unique pour essayer de sauver le pont. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais on espère y arriver en diminuant la charge dessus. Ça, c'est une réponse à court terme. L'objectif étant de le remettre à double sens à l'automne par la mise en place d'un feu de rétention du côté de Solèze, asservi au fonctionnement du passage à niveau pour éviter que les voitures stagnent sur le pont, ce qui permettrait de le remettre à double sens, et ça c'est prévu pour l'automne. Parallèlement, nous avons lancé la construction d'un pont temporaire à côté du pont actuel, à quelques mètres, hein, juste côté nord, mais ce qui prend 2 ans. Donc il est prévu qu'il soit livré en juin 2023. Pourquoi ce pont temporaire ? Parce que pour réparer le pont actuel, il faut 2 ans de travaux et 2 ans de fermeture. Et pour construire un autre pont, il faut entre 6 et 7 ans. Et donc, en construisant ce pont temporaire, on s'assure d'avoir une solution, même si c'est dans 2 ans, une solution qui nous permettra de faire des travaux, de reconstruire le pont, de faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est uniquement dans ces conditions, et j'espère que j'ai été assez clair, mais s'il y a des questions, je répondrai bien évidemment. Sur... alors, il y a plein de choses. Sur la concertation, je vais d'abord dire un mot sur la forme quand même. Je l'ai dit aux garants de la CNDP avant-hier, puisque j'ai la chance de les connaître. Ça commence très mal. Ça commence très très mal parce que d'abord les gens de Vinci sont venus me voir il y a 3 semaines. Ils sont arrivés, j'étais dans une réunion sur le BPNL en me disant on a rendez-vous avec vous. Mais moi, je n'avais pas de rendez-vous avec eux.
Ils venaient de Montpellier, je les ai renvoyés à Montpellier en leur expliquant que je ne pouvais pas les recevoir puisque j'avais déjà une autre réunion. Et effectivement, ils étaient venus au culot pour essayer d'avoir un rendez-vous avec moi, mais sans me prévenir. Donc on n'a pas pu se rencontrer. Et puis on a reçu le planning des réunions publiques lundi dernier. Et la réunion de lancement de la concertation, c'était ce soir à Saint-Priest. Donc je leur ai gentiment dit que je m'étais engagé auprès de Gilbert depuis 2 mois pour faire une réunion contre l'élargissement de la 46 à Communet et que je ne pouvais pas annuler mon engagement et que donc il ne me verrait pas ce soir à Saint-Priest. Alors du coup, ils m'ont dit, mais par contre, le 6 juillet, on a une réunion importante où la préfecture voudrait bien que vous soyez sur l'intermodalité. J'ai dit, bah, désolé, le 6 juillet, je réunis 36 élus pour une soirée importante. C'est prévu depuis 3 semaines. Je ne peux pas non plus l'annuler, donc vous ferez sans moi. Voilà. Donc ça commence très très mal. J'ai signalé tout ça à la CNDP. Puis quand j'ai vu les horaires et les plannings des réunions publiques du mois de septembre, puisqu'il n'y a rien entre le 15 juillet et le fin août, soyons clairs, c'est 3 mois théoriques de concertation, mais en fait ça dure qu'un mois et demi. Et des réunions publiques en journée, en semaine, je me suis dit que c'était un peu du foutage de gueule. Donc j'ai fait remonter tout ça à la Commission nationale du débat public. Ça, c'est la forme. Ensuite, il y a le fond. Sur le fond, j'ai été élu régional écologiste pendant 16 ans. J'ai toujours combattu l'élargissement de la 46. Maintenant que je suis vice-président de la métropole, je n'ai pas changé d'avis. Donc, je suis toujours opposé à l'élargissement de la 46 et à la réalisation des travaux du Chan de Manicieux. J'ai rencontré le collectif de Manicieux la semaine dernière pour en parler. Et là, j'ai besoin de faire quelques précisions. J'ai un petit désaccord avec ce qu'a dit mon voisin de fracture. Le déclassement de la 6 à 7, il est déjà effectif depuis 4 ans. Il a déjà eu lieu il y a 4 ans. Donc, il ne va rien changer dans les mois ou dans les semaines ou dans les années qui viennent. Ce qui a eu un effet sur la 46 en matière d'A6 à 7, c'est l'interdiction des poids lourds sous fourvière qui date d'il y a une dizaine d'années au moins, si je ne m'abuse, même si elle est avec beaucoup de dérogations, puisqu'il y a 130 communes qui, en origine ou destination, autorisent les poids lourds à passer sous fourvière. Le trafic qui passe sous fourvière, et donc sur M6, M7, puisque ça fait 4 ans que ces voiries s'appellent M6, M7, c'est à 85% du trafic qui va dans la métropole. Et très majoritairement d'ailleurs dans Lyon et Villeurbanne. Donc je ne vois pas comment les gens qui viennent de Dardilly ou de Pierre-Bénite, ou même de plus au sud, vont prendre la 46 pour aller à Lyon ou à Villeurbanne. Donc il n'y aura aucun report de ce côté-là. Et pour moi, le sujet essentiel de la 46, c'est l'augmentation depuis 20 ans du trafic des poids lourds. C'est le problème essentiel. Les gens qui habitent le territoire, on va dire large, qui va de Givors quasiment jusqu'à Villefranche et qui se déplacent dans cette zone-là, n'ont aucun intérêt à passer par le centre de Lyon. Donc ce n'est pas de changement pour eux. Et ils ont aujourd'hui, on va peut-être y travailler un peu, pas beaucoup de solutions en matière de transport collectif, c'est très clair. Et pourtant, il y a beaucoup de zones d'emploi, donc il y a beaucoup de déplacements. Donc l'enjeu, ce n'est pas de leur dire à eux, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus aller travailler. On va essayer de trouver des solutions collectives, mais ça va être compliqué. En revanche, il y a un vrai enjeu à dire, ce n'est pas admissible qu'il y ait autant de poids lourds qui roulent sur la 46. En 2006, certains peut-être s'en souviennent, Gilbert sans doute, il y a eu un débat public sur la politique des transports dans la vallée du Rhône et l'arc languedocien. Et à l'issue de ce débat public, qui avait pour objet de dire on va mettre la 7 à 2 fois 5 voies, on va mettre la 9 à 2 fois 6 voies, on va construire une autoroute sur le plateau ardéchois, c'était ça les projets de l'État à l'époque. À la fin du débat public, le ministre de l'époque des Transports, qui s'appelait Dominique Perben, a conclu en disant on ne va pas faire tout ça et on va tout mettre en œuvre pour transférer 9000 poids lourds par jour sur le rail. Ça, c'était en 2006. À l'époque, en 2006, il y avait 300 trains de marchandises qui traversaient la métropole de Lyon dans le sens nord-sud ou sud-nord. Aujourd'hui, il y en a moins de 60. Ça veut dire que depuis 2006, au lieu de transférer 9000 poids lourds de la route vers le rail, on a transféré 15 000 poids lourds du rail vers la route. Et ces 15 000 poids lourds supplémentaires, qui s'ajoutent aux 9 000 qu'on devait enlever, par jour, c'est ça qui encombre la 46. Donc, la priorité des priorités, c'est de faire le report modal qui avait été engagé en 2006 et qui n'a pas été mené par l'État, et supprimer ces poids lourds, et il n'y aura plus de problème de saturation, en plus que ça améliorera clairement la qualité de vie de tous les gens qui habitent dans le territoire, plutôt que d'élargir la 46.
Sur les réponses, j'essaye de faire vite parce que j'ai peur de la clochette. Oui, alors, plusieurs éléments de réponse sur le citral. Le maire de Communaire en a parlé un petit peu. La loi LOM a créé, à partir du 1er janvier 2022, donc dans 6 mois, un établissement public citral qui va couvrir tout le département du Rhône, sauf le canton de Condrieu qui s'est aggloméré avec Vienne pour créer Vienne-Condrieu agglomération. Mais tout le département du Rhône, y compris la CCPO, la CCEL bien sûr, mais aussi l'Ouest lyonnais, le Beaujolais, va rentrer dans cet établissement public citral qui va sans doute changer de nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va unifier tous les transports collectifs sur ce territoire-là. Les cars du Rhône, les TCL, ce sera le même patron, enfin, la même organisation, pardon. Mais pas les TER, puisque les TER, ça reste une compétence de la région. Donc, on est arrivé au citral en septembre de l'année dernière, ça fait 9 mois, et 9 mois de confinement. Notre première action a été d'aller rencontrer le président de région et de lui dire on veut mettre en place la tarification unique TER-TCL, déjà sur le périmètre des TCL. Il a dit OK. Donc on a lancé des études, parce qu'on a pris l'engagement de lui dire ça va faire une perte de recettes à la SNCF, donc à la région, et donc on la paye. Le citral paye. Donc on a fait les études, on a chiffré tout ça, et le citral va payer. Donc a priori, sauf revirement politique de la région, mais j'y crois pas trop, et sans préempter entre guillemets de difficultés techniques, il est prévu qu'en 2022, dans toutes les gares de la métropole de Lyon, on puisse prendre un TER avec un ticket TCL ou un abonnement TCL. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le cadre de ce nouvel établissement public qui va couvrir tout le Rhône, on va faire la même chose. Ça prendra un petit peu plus de temps. Donc mon objectif, c'est de le faire en 2023 pour toutes les gares qui sont dans le périmètre de l'établissement public citral. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez, avec un ticket à 1,90 €, monter à Communet dans le TER et aller jusqu'à Villeurbanne ou ailleurs. Soyons clairs, et c'est pareil pour l'Arbrel ou pour Saint-Martin-en-Haut ou pour ailleurs. On va faire une tarification zonale. Ce n'est pas normal que celui qui fait Saint-Martin-en-Haut, Bellecour, paye le même prix que celui qui fait Villeurbanne-Oulin. Donc, on va faire comme il y avait en Ile-de-France, une carte orange avec une tarification zonale, mais ce sera le même billet pour passer du TER au métro, au tramway, au bus, etc., et à tous les bus périurbains du territoire. Donc ça, c'est en route, ça marche bien. J'espère qu'on arrivera à aller plus loin, et du coup, je réponds aux autres sujets, qui sont des sujets essentiels pour moi. Enfin, Gilbert le sait, on se bat là-dessus. Je me suis battu à la région depuis 2007 sur ce projet-là. On n'avance pas vite, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, maintenant, j'ai un petit peu plus de pouvoir d'action, on va dire ça comme ça. C'est de faire un vrai RER métropolitain. Donc, on travaille avec SNCF Réseau, l'État et la région. Je ne vous dis pas qu'on va avoir des solutions dès le 1er janvier 2022, mais je pense qu'on va avoir des solutions progressivement dans les années qui viennent, entre fin 2022 et 2030, pour mettre en place un vrai RER avec plus de trains, parce qu'un RER pour moi c'est un train tous les quarts d'heure, avec des réouvertures de gares, on en a parlé, hein, les gares qui ont certaines été fermées il n'y a pas si longtemps que ça, et puis tous ceux qu'il faut ouvrir à mon avis pour votre territoire, mais il y en a plein ailleurs. C'est une compétence de la région, donc là moi je ne peux pas dire je le fais, je le décide, hein. J'ai cru comprendre que le candidat qui sera de nouveau président après-demain à la région Auvergne-Rhône-Alpes, était plutôt pour. Moi, je lui ai clairement dit en septembre, je mets 500 millions d'euros sur la table. C'est-à-dire que le Citral est prêt à investir 500 millions d'euros sur le RER à la lyonnaise, je l'appelle comme ça pour l'instant, pour aider la région, parce que je comprends bien que la région, qui a investi sous le mandat précédent 250 millions d'euros sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle n'a pas les moyens de mettre tout l'argent que sur la métropole de Lyon ou les territoires métropolitains. Donc il y a de l'argent sur le territoire métropolitain, ce n'est pas la peine que la région arrose où c'est déjà mouillé, et plutôt qu'elle aide les territoires ruraux qui ont plus de mal. Et donc j'attends toujours la réponse de la région sur ma volonté de participer. Pas seulement, alors il y a des travaux à faire, pas beaucoup, mais il y en a un certain nombre. Le Citral peut payer. Puis surtout, derrière, il y a l'exploitation. Parce que si on veut mettre des trains au quart d'heure, il faut payer l'exploitation des trains. Et là, le Citral est prêt à y aller aussi. Je crois que j'ai déjà été très long. Je n'ai pas entendu la clochette, mais je crois qu'il me laisse une liberté anormale.
Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, juste un mot quand même. Alors, euh, deux mots du coup. Un mot sur la question, et Jean-Luc il viendra sûrement aussi puisqu'on y est ensemble, de l'enjeu, alors que certains ont appelé le nœud ternagivore, mais qui est plus large que ça, on va dire. Parce qu'en fait, le problème de cette concertation sur l'élargissement de la 46, ça a été dit, c'est en fait une absence de vision globale de toutes les problématiques de mobilité et de transport de l'ensemble de l'aire métropolitaine lyonnaise. Il y a eu des choses en 2006 qui ont été dites, mais il y a des choses à actualiser depuis. Et effectivement, il faut avoir une vision globale. Puisque la 45 a été abandonnée, l'État s'est engagé à ce que les 400 millions d'euros qu'il avait prévu de mettre sur la 45 soient investis dans des alternatives à la 45. Donc, c'est écrit dans la loi. Il a rajouté depuis 100 millions d'euros au titre du plan de relance. La région, je crois avoir entendu, je ne sais plus quand, qu'elle avait dit qu'elle mettrait aussi 100 millions sur les 136 qu'elle avait prévus au départ sur la 45. Je n'ai pas entendu côté département de la Loire et Saint-Étienne Métropole qui s'engageaient sur leurs 136 millions. Mais bon, il y a quand même 600 millions d'euros de disponibles, donc ce n'est pas rien, soyons sérieux. Donc le préfet pilote un comité de pilotage global sur les alternatives à la 45, auquel nous participons, avec 3 sous-comités de pilotage, dont un sur le nœud ternagivore, un sur les problématiques Saint-Étienne-Lyon et un sur le plateau mornantais, qui est un sujet aussi. Là-dessus, on a donc de l'argent, des gens qui réfléchissent ensemble et les moyens de faire des choses. Et le fait de créer des RER métropolitains sur ce secteur-là, c'est un enjeu essentiel. Moi, j'y crois. Pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec le préfet, avec lequel j'ai plutôt une bonne relation, et avec le directeur de SNCF Réseau, avec lequel j'ai une très bonne relation. J'en ai connu un paquet et je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous des amoureux du ferroviaire comme le directeur actuel. Ils n'étaient pas tous, loin de là. Je pense qu'on va avancer. Ça va pas, je ne vais pas vous promettre des miracles l'année prochaine, mais je pense que ça va dans le bon sens. Voilà. Donc on va trouver des solutions. Alors après, il y a la question du fret, qui est quand même, je l'ai dit en intro, la question essentielle de la 46. On ne peut que constater, au-delà de toutes les défaillances de l'État sur le report modal qui avait été promis d'abord dans les années 90 par le ministre des Transports Jean-Louis Guessot. Ouais. C'était à cette époque-là, je m'en souviens bien encore. C'était Louis Gallois, le président de la SNCF de l'époque, et qui avait dit on est à 50 milliards de tonnes kilomètres par an, on va passer à 100. Depuis, on est passé à moins de 10. Sur toute la France. Donc le fret ferroviaire, c'est une catastrophe sur toute la France. Ce n'est pas que dans notre région, ce n'est pas que dans les Alpes, c'est partout pareil. La SNCF a tué le fret ferroviaire. Quand je dis la SNCF, je ne m'adresse pas aux cheminots. Hein. Je sais qu'eux, ils y croyaient. Je pense à la direction nationale de la SNCF, bien sûr. La SNCF a tué le fret ferroviaire. Il faut dire qu'elle est la première entreprise de transport routier, bien sûr, avec sa filiale Géodis, ex-Cernam. Donc voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire l'inverse? Certes, il faut des infrastructures. Il y en a un petit peu besoin, mais on en a quand même un certain nombre qui fonctionnaient il y a 20 ans, donc elles peuvent fonctionner déjà demain. Et dans ces infrastructures, il y a le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise a été coupé en deux. Le Céphale Nord a été déclaré d'utilité publique en 2012. Depuis le 2012, il n'y a rien eu de fait. Pas le début du commencement d'un travaux. Le Céphale Sud, il y avait eu un tracé contre lequel nous nous battions tous, et nous nous sommes beaucoup battus, qui a été abandonné, et depuis, plus rien. Donc, je sais qu'il y a un début, mais peut-être Jean-Luc en saura plus, de réflexion pour relancer l'idée d'un nouveau contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Et je le redis, le seul contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise sud qui vaille, c'est le long de la LGV, pour ne pas passer dans la zone agglomérée. Et ce sera la parole de la métropole, enfin en tout cas je l'espère, mais en tout cas la mienne c'est sûr. Et c'est comme ça.
qu'on pourra supprimer 20 000 poids lourds par jour qui passent sur la 46. C'est en faisant ces choses-là. Plus tout le reste, réglementation, tarification, qui fait qu'aujourd'hui, c'est moins cher de rouler en camion, enfin de faire transporter une marchandise en camion qu'en train, puisqu'on subventionne, nos impôts subventionnent les camions qui viennent rouler sur la 46. On a tout remboursé, la TICPE, les taxes sur l'essence, tout ça, aux transporteurs routiers pour supprimer le fret ferroviaire. Et un dernier mot quand même, j'ai oublié, et je vous promets, Monsieur Clochette, que ce sera le dernier. Par rapport à la concertation qui a lieu aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, je peux m'exprimer, j'irai sans doute à des réunions publiques si j'arrive à trouver le temps par rapport à leurs horaires. Peut-être j'en organiserai une, puisque la Commission nationale du débat public m'a même dit, mais si des communes veulent organiser des réunions publiques supplémentaires, on peut. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas bête d'en faire une à la métropole, de faire venir la CNDP et le maître d'œuvre directement au sein du conseil de la métropole pour essayer de vendre leurs trucs aux élus métropolitains. Je m'exprimerai en tant que vice-président de la métropole. On en a discuté avec le président de la métropole, Bruno Bernard, qui est complètement sur la même ligne que moi, mais ça ne suffit pas. Ça ne me suffit pas. Donc j'ai demandé au service de la métropole et au cabinet du président de préparer un travail avec tous les élus métropolitains début septembre pour qu'on puisse avoir un avis de la métropole voté en conseil métropolitain. Ça tombe bien, il se réunit le 27 septembre, la veille de la clôture de la concertation, et qu'on puisse avoir un avis qui soit voté largement par les élus métropolitains pour cette concertation, pour dire notre opposition à l'élargissement et à la construction du chêne de Manissu. Excusez-moi d'avoir été trop long. Merci Jean-Charles pour tous ces éclairages. Est-ce que ça a suscité pour vous des questions, des remarques? Profitons-en parce que... Allez-y, madame. Voilà. Donc je suis en colère en tant que citoyenne. Je suis en colère en tant que citoyenne parce que j'ai l'impression que tout se fait à l'Est et à l'Ouest, tout est abandonné très très rapidement. Donc j'ai l'impression d'une injustice et je suis en colère. Voilà. Merci de votre question. Je vais vous faire une réponse de Normand. On ne va pas y répondre tout de suite, mais vous nous solliciterez après si vous considérez qu'on l'a pas complètement, si on n'est pas complètement répondu. Mais vous allez voir que ce que vous dites, ça va me permettre de faire une transition. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, d'autres remarques? Rapide sur ce qu'on veut mettre en place comme RER, si je comprends bien. C'est le dernier kilomètre pour de chez moi aller jusqu'à la gare. Qu'est-ce qu'on me propose? Parce que si j'y vais en voiture, quand j'arrive, il n'y a plus de place pour se garer. Si je prends le transport en commun, si je mets 1h30 pour aller à mon travail, en fin de compte, je n'y vais pas. Donc je prends la voiture. Donc le dernier kilomètre pour aller jusqu'à la gare, aujourd'hui, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce que vous proposez. Peut-être plus aux élus locaux de le dire, ou qui prend la parole? Après, il y a deux solutions. Soit c'est des transports en commun. Donc il faut qu'on se cale avec le Citral sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on a une navette qui fait Communé-Ternay vers la gare SNCF de Cérézin, et il n'y a pas des navettes tout le temps non plus. Et puis après, on réfléchit et on est en train de concevoir un plan vélo qui nous permettrait aussi d'avoir des pistes cyclables sécurisées pour aller vers les gares, notamment vers la gare de Cérézin aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut imaginer, soit donc des navettes qui rabattent le dernier kilomètre, mais ça coûte très cher aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas, mais c'est plutôt Jean-Charles Colas qui peut parler là-dessus, parce que c'est maintenant le Citral qui doit organiser ça, même si les collectivités doivent en financer une partie. Ou après, c'est des vélos. Ou la troisième solution, c'est aussi de dire, tant qu'on n'a pas pu avancer plus vite sur ces modes de transport, on essaye de trouver des solutions pour augmenter la taille des parcs relais qui sont à proximité des gares ou à proximité des lieux stratégiques pour les transports en commun. Et donc on y travaille avec le maire de Ternay qui est dans la salle, puisqu'il est arrivé maintenant, et on travaille effectivement autour de la gare de Cérézin à trouver des solutions. Mais les solutions, c'est aussi de faire en sorte que les gens qui sont ailleurs de notre territoire, ils puissent aussi arriver chez nous pour travailler. Et donc qu'on puisse avoir des systèmes qui sont aussi réversibles, et pour qu'il n'y ait pas que le pendulaire d'un côté, mais qu'il y ait aussi le pendulaire de l'autre, ce qui permet de rentabiliser d'autant plus les infrastructures. D'autres remarques, d'autres questions? Et puis, ça sera peut-être la dernière, pour le moment.
Oui, bonsoir. J'ai une question concernant le pont de Vernaison. C'est quoi la définition d'un pont temporaire? Et quelle est la balance entre le coût de créer un pont temporaire, le démonter, contre refaire un nouveau pont en fait? Alors effectivement, un pont temporaire, c'est une structure préfabriquée qui a une durée de vie entre 5 et 10 ans suivant les restrictions de circulation qu'on met dessus en termes de poids lourds, qui se construit beaucoup plus vite et qui effectivement se démonte, et une partie de ce qu'on démonte à la fin de sa vie peut être réutilisée, donc revendue. Ça coûte une petite dizaine de millions d'euros pour construire un pont temporaire à côté du pont actuel. Un pont définitif, ça nécessite des études beaucoup plus compliquées, surtout qu'on traverse le Rhône, donc il y a des enjeux extrêmement importants, loi sur l'eau, faune, flore, etc., plus des piles à construire. Il y a plusieurs projets envisagés, ça prend 6-7 ans, c'est définitif, enfin définitif. Un pont suivant la forme qu'il a, il est donné pour 50 à 100 ans. S'il est bien entretenu, on peut le tenir jusqu'à 100 ans. Là aussi, il y a des enjeux dans l'entretien et la maintenance des ponts qui n'ont pas été vraiment faits de manière, on va dire, très sérieuse ces 20 dernières années, et en particulier sur Vernaison, mais pas que. Vous avez entendu qu'il y avait un certain nombre d'ouvrages d'art de la métropole de Lyon qui ne sont pas en très bonne santé. Et ça coûte, suivant ce qu'on fait, si on le fait au même endroit que le pont actuel, c'est-à-dire avec la longueur du pont actuel, ça coûte environ 35 millions d'euros. Et si on le fait un peu plus long pour essayer de contourner le passage à niveau, ça coûterait jusqu'à 70 millions d'euros. Donc ce n'est vraiment pas les mêmes enjeux. Voilà. Je vais me permettre d'enchaîner sur la réunion, mais je voudrais rebondir quand même sur ce que nous a dit Jean-Charles, sur quelques points. Déjà, je voudrais vous faire toucher du doigt que ce soir, c'était extrêmement important qu'on ait ces élus qui représentent différentes strates de notre vie publique, parce que la question de monsieur en est un exemple, et on s'est beaucoup battu avant que la loi LOM soit votée pour éviter le millefeuille administratif, ce qu'on appelle le millefeuille administratif, et que tous ces problèmes de mobilité, entre autres, soient bien vus en fonction de tous les territoires, pour que effectivement, quand on raisonne transport, les derniers kilomètres soient aussi pris en compte, et que voilà, qu'il y ait vraiment cette vision globale. Et ce soir, Jean-Charles est là en tant que vice-président de la métropole. On n'est pas sur la métropole de Lyon. Il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais eu quelqu'un de la métropole qui se déplace sur nos territoires. Donc c'est une belle ouverture. Ce soir, sachez que... Voilà, et ça c'est grâce à la nouvelle loi qui fait que le Citral, le Citral va intégrer nos territoires, et peut-être, il ne faut pas rêver, mais c'est pour ça qu'on est là aussi pour stimuler nos élus, entre autres, et nous-mêmes aussi, pour que nos soucis du quotidien soient pris en compte. Je reviens juste sur le problème de déclassement à 6 à 7. On a bien compris que les poids lourds, c'est un des problèmes principaux, surtout depuis qu'il y a eu l'accident sous Fourvière. Mais ce qui est certain, c'est que les travaux qui sont engagés, au-delà du déclassement administratif, les travaux qui sont engagés actuellement et depuis quelques années maintenant, ou quelques mois, font que ça devient de plus en plus difficile pour nous de nous rendre sur la métropole, et que le trafic VL, on va dire, européen, va à un moment passer sur la rocade. Donc ça viendra aussi surcharger la rocade. Mais, donc tous... quand même, hein, entre Saint-Pierre-de-Chandieu, entre Pierre-Bénite et, on va dire, la Mulatière, il y a eu des travaux de fait. Voilà, et puis on sait qu'il y a des choses qui vont se faire. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que surtout il y a cet échange. Je reviens à ce côté Est-Ouest, et ça me permettra de donner la parole à Jean-Luc Fugy, qui a une circonscription qui est très particulière. Je lui avais dit, je crois, il y a quelques années, quand tu étais en campagne électorale sur notre territoire par rapport à notre problématique, parce que finalement, la 11e circonscription, c'est un nœud européen vis-à-vis des transports, parce que l'été, on s'en rend bien compte, quand ça bouge à Givors, il n'y a pas que des gens de chez nous qui sont sur la rocade. Hein. Et puis, elle est particulière, cette circonscription, parce que c'est Est-Ouest. Il y a le Rhône. Et depuis 20 ans, les premiers problèmes qu'il y a eu, enfin, le premier débat public qu'il y a eu, je parle de problème, je ne devrais pas parler comme ça. En tout cas, c'était le débat public sur le col, auquel on a rajouté le débat public sur le CFAL. Et ça a été, on a voulu opposer les territoires, et on comprend parfaitement qu'effectivement, nous, particulièrement à l'Est, on peut se sentir
on va dire, défavorisés d'un certain point de vue. On a œuvré beaucoup dans Fracture. Et une des dernières manifestations qu'on a fait avant le Covid, elle a été faite conjointement avec les gens de l'Ouest, parce qu'à un moment, on considère qu'effectivement, il se passe des choses à l'Ouest, et Jean-Luc peut nous en parler, parce qu'il est très au courant vis-à-vis de la 45 et de ce qui se passe chez nous. Et nous, on va s'appuyer sur ce qui s'est passé à l'Ouest pour essayer d'obtenir les mêmes choses à l'Est. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la région, et je ne vais pas être plus long, je vais donner tout de suite la parole à Jean-Luc, pour que tu nous éclaires d'un point de vue national, mais aussi, bien sûr, d'un point de vue très local. Je vais être debout parce que la lumière est un peu forte dans les yeux. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité ce soir. Alors, vous m'excuserez du coup de ne pas siéger ce soir à l'Assemblée nationale alors qu'il y a un débat sur une loi, et donc je ne voudrais pas être accusé d'être absent à l'Assemblée nationale alors que j'ai fait l'effort de venir ici. Je le dis parce qu'il s'avère que parfois nous sommes attaqués quand nous sommes absents, mais à un moment donné, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on ne peut pas être 100% du temps à un endroit si on nous demande de venir à un autre endroit, et j'ai jugé que ce soir c'était important d'être ici. Je serai d'ailleurs demain soir présent pour l'événement de lancement, dont, si j'ai bien compris, il risque d'être soumis à quelques perturbations locales, si j'ai bien compris, mais les perturbations, ça nous connaît à les réunions publiques, puisque je me rappelle avoir animé une réunion publique sur un débat sur la réforme des retraites il y a quelques mois dans cette salle, et j'ai été obligé de l'arrêter après un certain nombre d'insultes qui devenaient intolérables. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, bien entendu, entre gens intelligents. Alors, moi, je vais essayer de donner ma vision, et peut-être ce qui m'anime depuis le début du mandat. Et si je vais prendre le temps de le faire tout en respectant le coup de la clochette, c'est parce que l'interpellation de Madame de Ternay, alors en plus, la lumière dans les yeux, je ne vous vois même pas. Moi, je ne sais même pas qui est là. Oui, c'est la lumière très, très forte dans les yeux. Donc, du coup, mais on pourra se parler en aparté si vous voulez tout à l'heure plus précisément. Et je voudrais en profiter pour clarifier un certain nombre de choses. Moi, j'ai été élu, comme vous le savez, en juin 2017. Je me suis, étant député donc, au sein de la Commission de développement durable et aménagement du territoire, j'ai souhaité m'intéresser à des sujets. Vous savez, un parlementaire, il est généraliste en circonscription, il est spécialiste à Paris. On ne peut pas être généraliste à Paris et spécialiste, voilà, c'est pas possible. Donc il faut, à un moment donné, vous faites partie d'une commission, c'est obligatoire, vous devez être dans une commission, pas dans une autre. Donc si vous allez à la commission défense, c'est-à-dire que vous n'avez pas grand-chose à faire, ben vous allez à la commission défense. Si vous voulez travailler beaucoup, vous allez à la commission développement durable, ou les affaires économiques, ou la commission des lois. Ça marche comme ça. Donc ça pourrait pareil au Sénat d'ailleurs. Moi, j'ai souhaité aller dans cette commission parce que je préfère être un député qui essaye de travailler sur des sujets concrets. Et un des premiers sujets qui m'a sauté aux yeux, que je vivais depuis que j'étais installé à Givors et avant dans la vallée donc, du Gier, je le dis aussi pour celles et ceux qui m'entendraient pour la première fois, vous avez dû remarquer que je n'ai pas tout à fait le même accent que les gens qui sont originaires d'ici. Mais je rassure tout le monde, en septembre prochain, donc dans 3 mois, 2 mois même, maintenant, ça fera 25 ans que je suis parmi vous, donc vallée du Gier et Givors, donc je considère, Givors depuis bientôt 10 ans, donc je considère que je suis depuis intégré et importé, intégré plutôt dans ce sens. Et donc je me suis intéressé à ces sujets de mobilité, et très rapidement, en discutant avec les élus locaux, en rencontrant les associations, qui m'avaient d'ailleurs sollicité dès la campagne électorale, j'ai dressé un tableau, qui est un document de 3 pages que je pourrais vous envoyer, que j'ai remis au préfet de région de l'époque le 1er février 2018. Et en même temps, il y avait au niveau national les assises de la mobilité. Et donc, j'ai souhaité m'impliquer sur ces sujets. Et dans ce tableau que j'ai dressé il y a 3 ans, ben, malheureusement, on retrouve à peu près les problèmes que l'on évoque aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis, si ce n'est l'enterrement de l'autoroute A45, du projet d'autoroute. Donc, j'assume totalement la paternité de cet enterrement d'un point de vue législatif, même si beaucoup d'autres, et certains sont dans la salle, y ont contribué d'un point de vue du combat sur le territoire. Dans ce constat que je faisais à l'époque, il y avait un souci évident, c'est qu'on manque de solutions au quotidien. On manque de solutions au quotidien. Et alors, s'il y a un territoire qui est bien placé pour en parler, c'est celui-ci ici. Et je ne dis pas ça contre les élus locaux, mais moi j'ai vite considéré que coincé entre la métropole et Vienne Condrieu Agglomération, qui s'est mis en place au 1er janvier 2018, il y avait la CCPO, un peu plus loin la CCEL, où franchement, le poids de ces élus par rapport à ces mastodontes qui étaient en train d'apparaître d'un côté, et de l'autre, il était quand même assez réduit. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, le fameux article 3, j'ai poussé pour qu'on mette en place ce nouveau CITRAL. Voilà, j'ai participé, moi, à ces discussions, comme tout parlementaire, c'est bien normal. Et j'ai d'ailleurs repoussé des amendements
qui venaient des amis du président de la région, qui s'opposaient à cet élargissement. Et tout ça, vous pouvez le vérifier, parce que l'avantage des débats à l'Assemblée nationale, c'est qu'ils sont tous enregistrés, publics, vous pouvez voir les prises de position, vous pouvez tout retrouver, tout est écrit, tout est dans les rapports, qui a dit quoi à tel moment, vous avez tout. Et donc, vous pourrez aller constater qu'il a fallu repousser ces amendements. Pourquoi? Parce que si on ne les avait pas repoussés, on allait rester dans l'immobilisme, et donc des territoires comme celui-ci n'auraient pas eu cette chance d'avoir un seul établissement qui permettra de peser un jour. En tout cas, je l'espère. Cette loi d'orientation des mobilités, elle a permis de régler le problème de la 45. Alors, le problème de la 45, il est très simple, je vais y revenir juste un instant puisqu'on a été interpellé sur le sujet. L'idée, c'était de dire, la problématique de la circulation, du déplacement, de la mobilité entre l'agglomération stéphanoise, où moi j'ai travaillé pendant 21 ans. Je travaillais à Saint-Étienne, ce qui n'est pas une maladie. Et donc, ayant vécu dans le Gier et à Givors, je connais bien la circulation dans ce secteur malgré tout. Et donc, j'ai bien constaté depuis longtemps qu'il y avait un problème de mobilité entre les agglomérations lyonnaises et stéphanoises. On ne va quand même pas le nier. En revanche, la 45 était une mauvaise réponse à un vrai problème. Parce que 500 hectares de terres agricoles qui allaient disparaître, qui plus est des terres agricoles de qualité, au moment où tout le monde dit qu'il faut faire du circuit court de la qualité, etc. Et puis l'impact financier, puis etc., etc. En revanche, ce qu'on a réussi à négocier, je peux vous dire que quand j'ai été élu, moi, le 18 juin 2017, le 6 juillet 2017, j'étais dans le bureau du directeur de cabinet de la ministre des Transports de l'époque, Elisabeth Borne, pour poser les problèmes. Et d'entrée de jeu, je me suis attaqué à ce sujet. Pourquoi? Parce que je me suis dit, là, on a un problème. Le problème, c'est que si on enterre le projet, on n'aura pas le moyen de faire quelque chose en contrepartie, et donc il ne se passera rien. Et donc, au fur et à mesure des travaux de la mobilité, j'ai fait en sorte de pouvoir être l'un des rapporteurs de la loi d'orientation de la mobilité. C'est une grosse loi, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas qu'un seul rapporteur. Moi, je suis l'un des rapporteurs, c'est tout. Et donc, j'ai obtenu de la part de l'État, à l'époque, que l'on puisse accepter. J'ai dû négocier ça pour tout vous dire, être très franc, très direct avec vous. Ça s'est négocié dans le bureau d'Édouard Philippe, donc à Matignon. C'est une discussion que nous avons eue avec la ministre, le directeur de cabinet du Premier ministre et moi-même, et donc bien sûr le Premier ministre qui était là, ça va de soi. Et donc on a négocié l'idée d'inscrire ces 400 millions d'euros que l'État devait mettre sur la 45 pour les alternatives. Pourquoi je prends le temps de le dire? Parce que généralement, le discours classique de monsieur tout le monde dans la rue, c'est de dire l'État se désengage, l'État se désengage, l'État se désengage. Sauf que dans ce cas-là, ce n'est pas l'État qui s'est désengagé. L'État, il a acté l'idée qu'on abandonnait le projet d'autoroute, mais par contre, les 400 millions d'euros, ils sont inscrits dans la loi comme étant dédiés aux alternatives, à la fois ferroviaires et routières, pour améliorer la circulation entre les agglomérations lyonnaises et stéphanoises. En revanche, les 400 millions d'euros que les collectivités avaient promis de mettre sur le projet d'autoroute A45, moi, je leur ai proposé que si on ne faisait pas le projet d'autoroute A45, puisqu'on l'a acté dans la loi, les 400 millions d'euros qu'ils avaient votés, je me rappelle d'avril 2016, où le président de région se vantait d'avoir voté 136 millions d'euros pour l'autoroute A45. Eh bien, moi, je dis au président de région, si vous les avez votés en 2016, vous les avez, donc ces 136 millions d'euros. Je dis que l'élargissement de la 46, tel que c'est prévu compte tenu de tout le contexte, etc., j'y suis opposé. Je dis même clairement que c'est une erreur, je le dis. C'est enregistré, vidéo à l'Assemblée nationale. Je dis la même chose pour le Céphale. Alors le Céphale, n'en parlons pas, le Céphale, le parcours qui a été choisi en 2009 du Céphale, c'est un véritable scandale. Je ne sais pas qui à l'époque, moi je n'étais pas élu, hein, mais qui à l'époque a pu penser un tel parcours, c'est un véritable scandale. C'est une véritable aberration intellectuelle. Un Céphale qui, s'il se faisait, passerait à moins de 200 mètres, 100 mètres par exemple d'un collège à Corbat, d'une école à Condrieu, etc., etc. Enfin, un véritable scandale. Donc ça, évidemment, qu'on y est opposé. Moi, ce que je crois comprendre du Céphale sud aujourd'hui, de la partie sud, c'est qu'il a vraiment du plomb dans l'aile. Et je pense qu'on se battra. En revanche, je suis d'accord avec l'idée que si on devait faire quelque chose, ça doit se faire le long de la ligne LGV. On m'a expliqué qu'il y avait un problème de pente. Sauf que je veux bien admettre qu'il y avait un problème de pente en 2008-2009, sauf que depuis, d'un point de vue technologique, d'un point de vue de l'innovation technologique, on a quand même progressé. On peut même imaginer que le problème de pente, il peut être résolu. Donc je suis à peu près certain qu'aujourd'hui, d'un point de vue strictement technologique, on résout ce problème-là. Donc à mon avis, ce n'est plus un problème. Donc là-dessus, moi je vous le dis, sur le Céphale, en plus je vois que c'est enregistré, c'est encore mieux,
je me battrai pour m'opposer totalement et tout le temps à cette histoire de ce projet et ce tracé qui avait été désigné, qui avait été choisi d'études et qui finalement n'a jamais été vraiment étudié. On ne sait pas trop exactement ce qui s'y passe. Il faudra quand même un jour aussi se poser la question du Lyon-Turin. Moi, j'assume complètement le fait d'être favorable au Lyon-Turin, parce que je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas vouloir mettre, alors ça c'est un point que j'assume totalement, si on veut mettre des camions donc, sur les trains, on a aussi besoin du Lyon-Turin. Ça, là-dessus, je ne vois pas comment on peut faire autrement. On peut faire rêver, mais je pense que ça ne marchera pas. Vous avez dû voir, donc, le journal l'a repris il y a une dizaine de jours, donc j'ai envoyé, alors j'ai fait une lettre ouverte au ministre récemment sur le projet de la 46 et la concertation qui arrive. Cette lettre ouverte, comme son nom l'indique, je l'ai adressée au ministre, mais je l'ai rendue publique, donc vous la retrouverez sur mon site internet où je l'ai envoyée aux élus locaux. Normalement, vous l'avez reçue, et la presse l'a reçue aussi. D'ailleurs, le journal s'en est fait un petit peu écho, mais si vous voulez le détail, je vous donne ma carte tout à l'heure, je vous l'envoie par mail, vous aurez la lettre complète. Qu'est-ce que je dis dans cette lettre? Je dis qu'en l'état, je suis perturbé par la manière dont va se conduire la concertation. Ceci dit, sur la concertation, j'ai échangé avec le cabinet du ministre et pour savoir comment elle allait être conduite. Et je vais vous donner mon sentiment, qu'on peut ne pas avoir la même vision. Hein. Moi, je vous donne la vision que j'ai à l'instant T. On m'a assuré que c'était les garants de la CNDP, ça peut paraître évident de le dire, mais c'est bien, qui allaient rédiger les conclusions. Parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'était que ce soit Vinci qui rédige les conclusions de la concertation. Je ne savais pas au début, moi j'ai posé la question. On m'a dit non, ce seront les garants. Et les garants, ils vont faire un bilan qui sera le bilan de ce qu'ils auront entendu. C'est la raison pour laquelle, alors par contre, moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'études d'impact. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous donne une étude d'impact sur la problématique de l'air, mais aussi sur la problématique sonore. Vous savez que la pollution sonore, d'ailleurs dans la loi d'orientation des mobilités, j'ai fait acter dans un article de la loi le fait que la pollution sonore, notamment ferroviaire entre autres, était un véritable problème. On pourrait y revenir par rapport à certains villages qui sont traversés par la ligne de chemin de fer entre Lyon et Saint-Étienne dans la vallée du Gier. On pourrait en reparler de ça. Il va falloir qu'on travaille là-dessus, à mon avis. Vous avez donc cette problématique-là. Et moi, je pense qu'on n'a pas assez d'études d'impact. Il faut qu'on ait une étude d'impact qui inclut tous les impacts. Il faut qu'on nous donne une étude d'impact. Faire une étude d'impact, c'est-à-dire, on est bien d'accord, c'est on imagine qu'on réalise l'élargissement et on voit ce que ça donne. Il nous faut l'étude d'impact sur la pollution de l'air. Et sur le CO2. Attention, ce sont deux choses différentes. Je le dis parce que beaucoup de gens ont tendance à confondre. Alors, je prends ma casquette de chimiste. Donc, le CO2, c'est bien les émissions de gaz à effet de serre, c'est bien ce qui va avoir un impact sur le climat, ça n'a pas d'impact sur votre santé. Ce qui a un impact sur la santé, ce sont les oxydes d'azote principalement. Les voitures sont responsables aux 2/3 des oxydes d'azote, et c'est un petit peu les particules fines. La première source de particules fines, ce n'est pas le transport. Surtout ici dans la région. Ici dans la région, la première source de particules fines, c'est le chauffage au bois non performant. Mais je ne suis pas là pour en parler ce soir, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler à la fin en détail. Oui, c'est très sérieux. On est en train de travailler dans le cadre de la loi climat sur ce travail. C'est un travail sérieux, hein. On est bien d'accord, parce que c'est un sujet, je savais que ça allait faire réagir, mais c'est un sujet sérieux. Le chauffage au bois non performant, je vais vous expliquer ce que c'est, est une source majeure de pollution. Ben oui, mais c'est juste pour expliquer la différence. Et donc, sur la problématique des études d'impact, moi je souhaite qu'on ait des études d'impact sur tous ces sujets, ainsi que sur l'activité économique. Je voudrais quand même qu'on ait des clarifications. Je m'adresse au vice-président de la métropole pour ça, à Jean-Charles. Moi, je voudrais des précisions. Je pensais qu'il y avait, j'ai sûrement pas tout compris, une deuxième phase dans la requalification M6 et M7. Dois-je comprendre de ce que tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de deuxième phase? J'avais cru comprendre qu'il y avait une étape supplémentaire, mais peut-être que je n'ai pas tout compris. Ça, c'est possible. Donc moi, ce que je veux vous dire en conclusion à ce stade, c'est que je pense, et ça c'est ma position par rapport à la concertation, je pense qu'il faut faire cette concertation, il faut qu'on y soit de manière massive et en faisant les propositions ou les contre-propositions que l'on peut faire. Parce que si on veut qu'à la fin, il soit écrit que beaucoup de personnes sont opposées aux choses telles qu'elles se présentent et proposent autre chose, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que les garants écriraient les conclusions de ce qu'ils ont entendu de manière majoritaire, et si jamais on boycotte la concertation,
Je crains que la concertation se fasse uniquement avec des gens qui seraient éventuellement convaincus. Si jamais on est opposé à un projet, il vaut mieux aller à la concertation et peser que d'être absent. Je pense qu'être absent, c'est une erreur dans la concertation. Et c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, et j'en suis complètement, je préférerais que, y compris la réunion de demain soir, elle ait lieu, parce que si elle n'a pas lieu, en exprimant par contre ce qu'on a à dire, eh bien, à mon avis, ça sera le début d'un déni de démocratie, et il n'y a rien de pire que ne pas se parler. On peut avoir des points de désaccord, mais il faut que l'on se parle, il faut que l'on puisse se peser, et moi je pense qu'il faut que la concertation ait lieu. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Désolé si j'étais un peu long. Non, non, mais c'est parfait. C'est parfait. Une question, une remarque? Ou plusieurs? Est-ce que Bonsoir à tous. Je suis Cyril Matet, je suis adjoint au maire de Givors en charge des mobilités et des transitions. Je voudrais juste donner une petite information. On a voté la semaine dernière un vœu qui va totalement dans le sens de ce débat de ce soir. C'est un vœu qui a été rédigé par la commune de Grigny, Givors, Chasse-sur-Rhône et qui va être transmise sur toutes les communes du territoire. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire tout l'ensemble du vœu parce qu'il fait une page et demie, mais vous donner simplement les 4 points qui expriment un peu la demande qui est faite dans ce vœu. Donc nous demandons qu'un véritable débat public puisse être organisé concernant l'avenir des mobilités sur le bassin de vie entourant le nœud de Givors-Ternay. Nous demandons que le périmètre de ce débat public soit élargi à toutes les communes du territoire impactées par ces projets. Nous demandons que d'importantes études d'impact de l'ensemble des projets sur la qualité de l'air, les nuisances sonores, la pollution de l'eau et des sols puissent être menées et présentées aux élus et habitants du territoire avant la validation du projet. Et avant-dernier point, nous demandons que la priorité soit mise sur le développement des alternatives à la voiture et à l'autosolisme plutôt que la création de nouvelles infrastructures routières. Et nous exigeons que le territoire ne soit plus considéré comme la variable d'ajustement du désengorgement du cœur de l'agglomération lyonnaise. Et juste une petite information sur le territoire, nous défendons une des alternatives au doublement du pont, qui est le transport par câble. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui en ont déjà entendu parler, d'une liaison entre nos gares de Givors et de Chasse-sur-Rhône, puisque vous savez que le pont a un trafic de 90 000 véhicules par jour, et que la moitié de ce trafic est du trafic local. Et donc pour du trafic local, il nous faut des réponses locales. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Juste quelques réflexions, remarques. Pardon. Rapport à un projet éventuel d'un élargissement de la 46, donc une nouvelle autoroute encore plus importante. Moi, ça me semble complètement délirant d'avoir à parler d'un tel projet, alors qu'aujourd'hui, on est en plein dans une crise climatique extrême. Enfin, aujourd'hui, j'écoutais la radio, on a 45 degrés, 46 degrés dans le nord-ouest des États-Unis. Enfin, il y a vraiment urgence. Et je ne comprends pas qu'on puisse encore parler de tels projets. Alors, je peux parler aussi de l'extension de la gare de Cérézin. Hein. On peut remettre encore d'autres voitures, mais je pense que ça ne va réellement pas dans la logique de la crise climatique. Donc ça, c'est une première remarque. Après, j'ai compris que la saturation de la 46, elle était liée principalement au fait que les camions qui devaient être sur les trains, ils ne sont pas sur les trains parce que les projets, ils ont capoté. Et ils sont tous, on voit bien que la 46 est saturée. Après, il y a une autre question un peu plus en amont quand même qu'il faudra se poser. Et là, il y a beaucoup de politiques qui sont là. Donc, je pense que c'est aussi des sujets de discussion. C'est pourquoi a-t-on besoin de tant de camions et de trimballer autant de marchandises? Je pense que faut remonter à l'origine du problème quand même. Parce que là, on n'aura pas besoin de se poser des questions sur comment on va faire bouger ces camions. Enfin, je pense que le cadre du projet d'Amazon, de la méga Amazon, c'est vraiment, ça illustre bien cette folie vers laquelle on va, quoi. Donc je pense qu'il faut quand même réagir un petit peu en amont avant d'essayer de voir comment on peut faire passer tous ces camions. Une autre remarque, sur la 46, toujours, on n'a pas parlé de limitation de vitesse. Je pense que ça peut être une solution assez facile à mettre en œuvre pour limiter la pollution de l'air, la pollution
sonore, parce que là, on s'aperçoit qu'à Communet, on voit bien que la 46 fait beaucoup de bruit, et le fait de limiter la vitesse, je pense que ça peut contribuer à limiter cette pollution. Et donc, on a une section qui passe à 110 km/h. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi. On a des poids lourds qui ne respectent systématiquement jamais leurs limitations. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de contrôle pour les poids lourds. Voilà, donc ça, c'est une autre remarque. Et je continue, hein, j'ai le micro, donc j'y vais jusqu'au bout. Donc, on a parlé du vélo tout à l'heure. Donc, moi, j'insiste pour dire que ce n'est pas des fous qui prennent le vélo. Je pense que ça peut être une solution qui est valable, qui est dans l'air du temps. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'aménagements pour faire en sorte que les gens prennent les vélos. Et enfin, dernière remarque, là j'en profite, il y a beaucoup de sommités ici. Je voudrais juste vous... alors peut-être que vous êtes au courant, je ne sais pas, mais je vous informe qu'il y a une grève qui a lieu depuis 2 mois actuellement sur tous les trains de Cérézin, tous les jours en heure de pointe. On a un train sur 2. On subit cette grève tout au quotidien, quoi. On n'a aucune information ni de la SNCF, ni des syndicalistes, aucune indemnité sur nos abonnements. Et franchement, on est beaucoup de passagers à être assez dégoûtés. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui prennent la voiture à l'occasion. Voilà. La dernière pour cette phase. Bonsoir à tous. Monsieur le député, si j'ai bien compris, vous avez été l'ardent défenseur pour l'abandon de la 45. Et en tout cas, moi, je vous félicite surtout pour les populations concernées. Mais ce que je n'ai pas compris dans votre intervention, c'est ce soir, vous, député de la 11e circonscription, donc aussi de nos territoires, vous allez défendre quoi pour la population et quelle est l'option que vous allez choisir dans l'alternative et qu'est-ce que vous allez défendre? J'ai pas tout saisi, sans doute la fatigue. Je vous sens un peu taquine dans votre question, mais comme je vous ai reconnu, que je sais que vous avez déjà dans des réunions passées été déjà taquin avec moi, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. J'ai peut-être pas été très clair parce qu'à la fin j'ai dû accélérer. J'ai oublié de dire que j'étais d'accord avec le RER, la billettique unique, à prix unique, etc. C'est des choses que je porte dans les échanges qu'on a à l'Assemblée depuis 2-3 ans. Je vais vous demander votre adresse électronique tout à l'heure et je vous enverrai ma lettre, tout est dit dedans. J'ai dit que j'étais opposé à la fois au Céphale, à la 46 Sud. Je suis surpris, vu que vous me suivez depuis longtemps, du fait que vous n'ayez pas vu la vidéo de mon intervention à l'Assemblée nationale où je dis qu'actuellement, compte tenu donc, du fait qu'on n'a pas d'études d'impact, qu'on ne sait pas du coup les conséquences sur l'activité économique, sur la pollution de l'air, pollution sonore, on pourrait d'ailleurs parler de pollution de l'air en fonction de la vitesse des voitures. Vous verrez que c'est pas si simple, mais c'est pas quelque chose de linéaire. C'est une courbe qui fait comme ça. Enfin, bon, peu importe, ça c'est scientifique. Mais je veux dire, donc du coup, à l'état actuel, moi, ce que je vais défendre dans le cadre de la concertation, c'est qu'aujourd'hui, je m'oppose à cet élargissement à partir du moment où on ne voit pas d'alternative crédible. En revanche, je me dis que sur la partie ferroviaire, moi je dis que je pense qu'il faut faire quelque chose. Alors, je me suis mal exprimé sûrement sur le sujet. Remettre des camions sur les trains, très bien. Sauf que pour ça, il nous faut des infrastructures. Ces infrastructures, est-ce que c'est le Céphale le long de la ligne LGV? Peut-être faut-il se poser la question, peut-être il faut-il investir là-dessus. Je pense aussi que nous avons à se poser la question de faire avancer le Lyon-Turin. Certes, c'est du plus long terme. Moi, personnellement, je suis favorable au Lyon-Turin. Je voulais aussi vous dire que jusqu'à 2017, c'est la réalité des chiffres, l'investissement de la France, donc de l'État, pour la requalification des voies ferrées, c'était 2,4 milliards par an. Donc maintenant, c'est passé à 3,6 milliards. Donc c'est l'équivalent de 10 millions d'euros par jour. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est une augmentation. C'est sûrement pas suffisant. J'ai oublié de dire aussi que dans le cadre du plan de relance, il y a des crédits pour améliorer, donc pour avancer sur la partie ferroviaire. Et d'ailleurs, il y a eu un plan de relance signé État-région le 16 janvier dernier à l'hôtel de région. Et donc, ce n'est pas la région toute seule qui finance le plan de relance, contrairement à ce que m'a dit un jour récemment, ça devait être parce qu'il y avait des élections, donc personne du coin. C'est État-région, donc voilà, c'est du 100-100. Et donc, du coup, il faut que ces investissements produisent leurs effets. Mais en attendant, à titre personnel, je défendrai l'idée que, compte tenu du risque que l'on a de voir augmenter le nombre de véhicules sur cette A46, et donc du coup la pollution,
eh bien à ce moment-là, je m'oppose à cet élargissement. C'est exactement ce que j'explique dans ma lettre donc, doit être du 7 ou du 8 juin. Et dans cette lettre, d'ailleurs, je parle du plan de protection de l'atmosphère qui est dans sa révision. Ce PPA qui est beaucoup plus large que autour de la 46, mais vous vous apercevrez que la 46 est au barycentre de ce PPA. Et donc ce plan de protection de l'atmosphère, il est fait pour faire diminuer donc, les émissions de polluants. Et si tout à l'heure, j'ai fait la petite incise sur l'histoire du chauffage au bois, c'est parce que vous avez 4 sources de polluants. Vous n'avez pas que les transports. Et selon le polluant que vous allez prendre, vous n'allez pas avoir que la problématique des transports. Donc vous avez les transports, vous avez l'agriculture, vous avez l'industrie, vous avez vos logements, vous avez nos modes de vie. Donc je voulais simplement dire que sur la qualité de l'air, il n'y a pas que la problématique des transports. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la loi mobilité, j'ai souhaité que les zones à faible émission s'appellent zones à faible émission mobilité, pour qu'on puisse dire que quand on agit sur une ZFE mobilité, on agit sur la mobilité, mais qu'on ait le courage de dire qu'on n'agit pas sur le reste et qu'il faut aussi agir sur le reste avec d'autres politiques publiques. Donc voilà ce que je vais défendre. Je vais le défendre avec détermination et avec aussi quelques données scientifiques parce que je considère que c'est un débat extrêmement sérieux. Il faut qu'on soit dans une position très claire. Par contre, moi, ce que je souhaite, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on se mobilise, qu'on soit nombreux. Parce que je ne pense pas que c'est l'avis des maires, du député qui soit le plus important. Je pense que le plus important, c'est l'avis massif de la population. Je pense qu'il faut que sur le site internet du débat, il y ait beaucoup de contributions. Je pense qu'il faut que dans les réunions, il y ait du monde. Alors moi, là où je suis d'accord, c'est qu'il y a par contre des créneaux de concertation qui ont été choisis. Des fois, c'est des après-midi, des choses comme ça. Ça ne va pas être facile d'être présent. Personnellement, je ne vais pas pouvoir être présent tout le temps. Mais dès que je vais pouvoir, je viendrai. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de citoyens qui vont le faire. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que cette concertation ait lieu. Mais par contre, il faut peser sur sa conclusion. Et pour peser sur sa conclusion, il faut y aller. Merci Jean-Luc. Juste une... allez-y, un mot, un micro. Merci, Mathias Coty, maire de Ternay. Permettez d'abord une intervention rapide sur la commune de Ternay, et puis je reviendrai au niveau général du débat, niveau auquel il se situe ce soir. En ce qui concerne la commune de Ternay, juste pour rappeler que c'est une commune martyrisée, voie ferrée, A7, A46, rond-point Givors, Ternay-Chasse, canal usinier de Pierre-Bénite Ouadeau, même s'il faut en tirer un certain nombre de bénéfices, le pont de Givors qui génère à l'intérieur même du village de Ternay, je dis bien à l'intérieur, je ne parle pas du RD 312, de la circulation, parce que les gens pour chanter et récupérer un circuit qui est plus court en temps passent à l'intérieur, et sans doute le pont de Vernaison générera-t-il, lorsqu'il sera partiellement fermé ou totalement fermé, peu importe, en tout cas, un autre flux de circulation à l'intérieur, et je dis bien à l'intérieur de la ville de Ternay. Simplement pour situer ce problème-là, je reviens à un niveau un peu plus global, pour une vision globalisante de cet aspect. J'y suis tout à fait d'accord et j'ai découvert avec une très grande surprise, parce que Madame la préfète Cécile Dandard avait eu la bonne idée d'avoir une visioconférence avec 3 ou 4 communes qui sont très directement impactées, dont Ternay. Et j'ai appris dans la discussion, en proposant cette vision globale, que maintenant, effectivement, on allait travailler d'une manière, dans une vision globale, alors que chacun, métropole, département, État, etc., était un peu dans son coin. Donc, c'est une bonne chose. Je ne vais pas revenir sur tous les modes de transport que vous avez cités. Ils sont bien entendu à développer, comme vous l'avez dit. Il ne faut pas redérouler des tapis de bitume parce que ça va générer pour l'environnement, pour la pollution, etc., toute une série d'inconvénients qu'on connaît bien. Comme d'habitude, je constate qu'on oublie un mode de transport. Il est systématiquement oublié. Et quand je participe, ça a été dit, vous m'excuserez, je suis arrivé en retard, mais permettez que je remette une couche. On en parle si rarement de la voie d'eau, mais peut-être je me permets d'apporter quelques compléments pour y avoir travaillé de longues années dessus. La voie d'eau qui passe juste à côté de Ternay-Cérézin, donc le Rhône, a une capacité de 18 millions de tonnes. Il est utilisé au tiers, ce qui veut dire qu'il reste 12 millions de tonnes possibles. Ça représente quelques 2000 à 3000 camions jour chargés à 20 tonnes. Et bien, ça se regarde 5 minutes. Alors bien sûr, demain matin, on ne va pas transférer sur la voie d'eau 2000 camions, mais si on n'affiche pas une volonté on ne le fera jamais. Je signale simplement aussi qu'il y a un port embryonnaire pour le moment sur Ternay
qui est en train de péricliter. Il y a une volonté avec la CNR, les services de l'État, la CCPO et le maire de Ternay, bien entendu, de développer ce port de manière à en faire peut-être un port d'entrée de métropole. Je signale aussi qu'entre Vienne et Givors, Chasse-Givors, il y a à peu près 10 000 personnes jour qui établissent ce circuit et que par une navette fluviale, on peut très facilement le faire. C'est un tout petit peu moins facile entre Givors et Lyon parce que le temps est un tout petit peu plus long et il y a une écluse et il faudrait à peu près, dans le meilleur des cas, 1h15, 1h30 et ça devient un tout petit peu prohibitif. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, il ne faudra peut-être pas le regarder. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Je ne veux pas être trop long. J'ai fait le petit couplet sur la voie d'eau. Mais si vous l'aviez fait, je ne peux que vous féliciter. Bravo, je n'aurais pas parlé dans le désert les dernières fois. Et là, j'en ai juste remis une couche. Merci. Vous avez bien fait parce qu'on en parle depuis le début. Et c'est vrai que c'est désolant de voir le Rhône désert quand on est dans des bouchons. Mais il faut... Ah, mais il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il peut. Je réponds très brièvement à ta question. Enfin, tu as fait plusieurs remarques et un certain nombre de questions. Je vais me repositionner en tant qu'association. Il y a des questions, notamment sur l'origine des matières qu'on déplace. Nous, en tant qu'association, ce n'est pas notre sujet. Malheureusement, on ne peut pas se battre là contre. En revanche, par exemple, sur la problématique de la vitesse, on a demandé notamment pour les camions que le préfet agisse, parce qu'on est bien d'accord. Et là-dessus, on va continuer de le dire. Et par contre, je vais te donner un élément de réponse que j'ai eu une fois de la part d'un ingénieur du LET. Alors, c'est le laboratoire d'études des transports, je crois, c'est ça, hein. Et alors, en fait, c'est très simple. C'est que pour fluidifier le trafic, il faut que tout le monde roule à la même vitesse. Donc, on met les voitures à 90, en gros, à part les tronçons à 110, voilà. Mais en gros, on met les voitures à 90, on met les camions à 80 pour la forme, on les laisse rouler à 90, tout le monde roule au même niveau, et pour la fluidité, c'est parfait. Voilà la réponse qu'un ingénieur nous a faite. Je vous la livre, j'ai aucun jugement là-dessus, ils ont sûrement raison. Je vais me permettre de continuer d'avancer, et parce qu'il y a plein de sujets que vous avez abordés, que tu as abordés, qui sont totalement dans l'objet de la suite de notre débat ce soir. Est-ce que j'ai simplement demandé à la technique, pour faire la transition, est-ce que vous avez calé l'intervention de Madame Joanneau? On va vous faire passer quelque chose d'un peu rapide. On l'a coupé d'un point, parce qu'on ne veut pas que la réunion soit trop longue, mais au vu de ce que j'ai entendu, ça aurait été intéressant qu'on vous le dise. Je vous redonne simplement le contexte de l'interview de Madame Joanneau, qui est la présidente actuelle de la Commission nationale de débat public, c'est-à-dire que c'est par elle, enfin c'est par son institution, on va dire, que sont organisés tous les débats publics en France, en partie la concertation aussi. Et donc, l'objet de cette interview, c'est suite au dernier débat public qu'il y a eu sur notre secteur concernant le nœud ferroviaire lyonnais. Donc, on va vous passer juste la fin. Je vous redonnerai un petit peu le contexte de son interview après, mais ça va vous donner une partie de l'explication de notre position en tant que Faire Autrement, et j'espère qu'on vous fera partager la suite. Réponse des acteurs politiques, des autres décideurs sur les aspects aménagement du territoire, sur la poursuite ou non de ce projet et de tous les autres projets de transport. Pour nous, ce qui est le plus frappant, c'est qu'on est sur le énième débat sur des projets de transport sur ce territoire. Beaucoup de projets antérieurs n'ayant jamais vu le jour ou étant dans des phases de décision qui échappent à tout le monde. Là, nous, ce qu'on dit, c'est que vous devez prendre une décision extrêmement claire, vous, acteurs politiques, décideurs, sur ce que vous allez faire de ce nouveau projet, si vous le poursuivez ou pas, à quelle échéance, et ce que vous allez faire des autres projets. À défaut, ce n'est pas la peine de remobiliser une nouvelle fois le public de cette région autour d'un projet de transport parce qu'il ne viendra pas. C'est QFD. Donc, maintenant, je vais passer dans la phase suivante de la réunion où on va présenter la proposition du FER et de fracture pour partie, après, vous nous direz. En tout cas, celle du FER, elle est très réfléchie et arrêtée à cet instant. Parce qu'on s'aperçoit que depuis 20 ans, alors c'est pas qu'on s'aperçoit, on le vit, vous l'avez vécu avec nous, que ce que Madame Joanneau dit, c'est très vrai. Il y a eu beaucoup de débats publics, il y a eu des phases de consultation, des phases de concertation. Et résultat des courses,
J'en dis pas plus, vous avez entendu Madame Joanneau, on s'en rend compte, il n'y a rien qui avance. Et surtout pas la prise en compte de la parole de tous ceux qui s'expriment. Donc nous, ce qu'on propose demain, c'est que dans la phase de concertation, ce qu'on va faire avec Fracture, c'est qu'on va s'opposer à la réunion qui est prévue ici, demain, parce que en fait, on considère que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'y a pas de raison que si on participe à une pseudo-concertation, on aboutisse à quelque chose qui aille dans le sens de l'écoute, alors que c'est bien ce que l'on veut, on veut être entendu, écouté. Or, comment peut-on être écouté, sachant que nous tous ici, représentant les associations, vous élus, avez déjà été entendus dans le cadre de l'organisation de cette concertation, et absolument rien n'a bougé par rapport à l'objet de la concertation. On aura tous dit qu'on était opposé à la 46 Sud, sous cette forme-là. On leur a tous dit qu'on voulait avoir une vision globale, moralité de l'histoire. Ils font une concertation après 16 mois de Covid, voilà, on ne va pas en dire plus. On a été avertis, nous, associations, le 15 juin, des dates. Je crois qu'en mairie, vous avez reçu de l'information le 22 juin, pour faire une phase de concertation où il faudrait qu'on aille nombreux. Nous, on considère que dans ces conditions-là, c'est une concertation, je ne sais pas comment dire, quand on dit pseudo-concertation, c'est un euphémisme. Alors à partir du moment où on dit, nous, on s'oppose demain soir, et nous, en tant que FAIRE, on n'ira pas dans les autres réunions, c'est parce qu'à un moment, il faut marquer une rupture. Il y en a marre. Il y en a marre, et si on continue à aller dans leur sens, on leur sert de faire valoir, mais ils ne nous écouteront pas. Malheureusement. Et je ne veux surtout pas faire de politique. Vous savez quelle est la position du FAIRE. On est très politique dans le sens où, et la preuve ce soir, c'est que tous les partis, tous les gens qui ont des avis viennent au FAIRE et ils sont les bienvenus, viennent dans nos réunions. Et ce n'est surtout pas de la politique, mais on voit quand même qu'à l'issue des élections, la plus grosse partie, c'est l'abstention. Donc c'est qu'à un moment, les gens ne se sentent pas concernés, mal concernés, je ne sais pas. On ne va pas nous faire autrement et tout révolutionner, c'est simplement pour dire qu'à un moment, il faut marquer un point de rupture. Donc nous, on va le faire au niveau du FAIRE. Et quand on va le faire, ce n'est pas pour ne rien faire derrière. Bien au contraire. Et on veut s'appuyer sur ce qui s'est déjà fait, et notamment à l'ouest vis-à-vis de la 45. C'est-à-dire qu'on va demander au préfet, on va lui écrire, et je vais aller plus loin après, on va lui écrire en lui demandant d'organiser une autre façon d'aborder les sujets, une autre façon de travailler sur les sujets qui nous concernent, sur les sujets qui nous intéressent, que sont la mobilité et les problèmes de pollution de l'air sur nos territoires, mais que dans le cadre de la concertation, ça ne peut absolument pas répondre à notre problème, puisque de toute manière, le sujet de la concertation tel qu'il nous est proposé ne concerne que l'élargissement de la 46 Sud. Je vous rappelle le débat public sur le CFAL. Il y a 20 ans, on nous avait dit de toute manière, et on nous l'a redit dans le cadre du nœud ferroviaire lyonnais, parce qu'on voulait avoir un autre débat public sur le CFAL, et on nous a dit, vous avez déjà eu un débat public, il n'y aura pas d'autre débat public sur le CFAL. Donc, à un moment, quand on participe à ce qui nous est proposé, et c'est quand même terrible, parce que ce sont des outils de démocratie participative qui sont, sur le fond, intéressants, mais quand on y participe, à un moment, on se fait piéger. Donc, nous, au Faire Autrement, on dit il est hors de question qu'on se fasse piéger une autre fois. Par contre, on va demander donc, que le préfet réunisse toutes les parties prenantes, et on espère bien qu'il va l'accepter, puisque ça avait été déjà demandé avec Fracture, et le préfet avait accepté, et on a vu une réunion en préfecture où la métropole, je crois que tu étais là, enfin, en tout cas, on avait demandé à ce que les députés soient là, enfin, toutes les parties prenantes, nos élus locaux, pardon. Ouais, enfin, voilà, enfin, on avait tous insisté pour que ça se passe, et c'est extrêmement important. On en a parlé ce soir de la région, et donc de son représentant, M. Wauquiez. On les a invités. On se doutait bien que ce soir, il n'allait pas être là. On a privilégié on va dire le timing plutôt que d'avoir absolument M. Wauquiez. Bon, voilà. En revanche, on a le privilège, parce qu'on se bat, de l'avoir déjà rencontré. Je sais qu'il partage beaucoup de choses qui ont été dites ce soir.
on comprend qu'il y a des débats politiques entre vous, c'est normal, et qu'il y a des sujets qui sont chauds, mais en même temps, à un moment, la température peut redescendre, et on va demander au préfet, et on demandera, et on ira le voir personnellement s'il faut, et on le fera de toute manière. On demandera à ce que la région et que monsieur qui soit là, pas seulement ça, enfin à l'époque c'était une dame qui était vice-présidente en charge des transports, Martine Guibert, mais on demandera à ce que ce soit monsieur Vauquier qui soit présent. Et nous, en tant qu'association, très modestement, mais je vous remercie encore, messieurs les élus, parce que ce soir, vous avez répondu à notre invitation, vous avez laissé d'autres sujets qui vous sont aussi importants, et vous êtes venus. Donc, nous, on espère bien que vous viendrez à nouveau quand on vous invitera. Alors, on projette une réunion au mois d'octobre ou à l'automne pour, si rien ne s'est passé entre, qu'on se réunisse de façon encore plus précise sur des dossiers encore de façon plus, factuelle. Et à ce moment-là, on espère bien qu'il y aura aussi la région avec monsieur Vauquier. Et surtout, en attendant, on va insister. Et là, on voudrait vous lancer un peu, un objectif, on va dire, tout simplement, de dire que, je ne sais plus, je crois que c'est toi, Jean-Luc, qui l'a dit, à un moment, il faut qu'on défende les choses ensemble. Il faut qu'on mette du poids ensemble sur le dossier. Et si demain, on fait un courrier, je ne sais pas, on invite le préfet à venir sur notre territoire, je ne sais pas quelle est la forme, à nous de la définir, à nous de voir ce qui vous paraît être aussi le plus défendable et le plus, représentatif de notre position et de notre territoire, et d'insister auprès du préfet pour qu'il y ait une autre façon de travailler aussi sur notre territoire, un peu comme peut-être ça s'est fait à l'ouest. Il y a de l'argent aussi à l'est parce que l'élargissement de la 46 Sud, c'est 250 millions d'euros, je crois, en parlant que de l'élargissement, sans parler de l'aménagement du Chinte. Bref, il y a beaucoup de millions d'euros en jeu. Donc l'idée qui s'est mise en place à l'ouest pourrait sans aucun doute se mettre en place à l'est. J'en reviens à ce que vous disiez, madame. C'est pour ça que, voilà. Alors, je vois que vous avez un doute. Nous, on n'en a pas. On est sûr que ça va se faire. Mais pour ça, on a besoin effectivement de l'appui de tout le monde et de vous en particulier, les élus. Le job, on le fera en tant qu'association. Mais il y a un moment, on sera beaucoup plus fort, beaucoup plus écouté, si on le fait ensemble. Et je pense qu'il y a un moment, il ne faut pas avoir peur, et j'en reviens à la phase de concertation qui a lieu actuellement, de dire stop. Parce que sinon, on valide un procédé sur lequel on est, je pense, à peu près tous d'accord, qui fait que depuis des décennies, ça n'a fait avancer absolument aucun sujet sur notre territoire. Donc nous, en tant que Faire Autrement, il est clair qu'on n'ira pas. J'espère que vous comprenez notre position. Et surtout, on est bien d'accord, ce n'est pas pour dire on n'y va pas, c'est pour dire on veut autre chose. Et cette autre chose, on est prêt à le bâtir. Donc, ce n'est pas la politique de la chaise vide. C'est nous, on veut une autre façon de travailler, on veut une autre façon de s'asseoir autour d'une table pour effectivement travailler et ne pas entendre, j'allais dire, des sornettes. Parce que ce qu'on nous dit, ce sont des sornettes. On nous fait croire qu'on va être écoutés. Nous ne sommes pas écoutés. On a été reçus il y a 1 an et demi, je crois, par les gens de Vinci. Ils nous ont dit clairement, comme Réseau Ferré de France au moment du CFL, ils nous ont dit, de toute manière, l'État nous a donné un sujet, nous, on travaille le sujet. Que vous ayez des problèmes de mobilité sur votre dernier kilomètre pour aller attraper le train ou que vous vouliez plus de trains, c'est super. Sauf que nous, ce n'est pas notre sujet. Eh bien oui. J'ai eu, parce que on avait invité ce soir, enfin on n'a pas invité parce qu'on m'a clairement fait comprendre que ce n'était pas la peine. Mais du coup, j'ai eu les services de la préfecture. Parce qu'on voulait que les services de la préfecture soient représentés ce soir, puisque l'État, mine de rien, c'est quand même un maillon important dans l'histoire. Donc on m'a dit, Monsieur Barnachon, nous de toute manière on ne pourra pas être présents parce que dans le cadre de la concertation, on nous demande de ne pas être présents aux réunions qui sont extérieures à la concertation. Mais de toute manière, le sujet va sûrement évoluer, on vous en informera. Ça, c'était il y a plusieurs semaines en arrière. Le sujet n'a absolument pas évolué. On a été averti le 15 juin des dates, etc.
Donc il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour... enfin voilà, vous comprenez quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'ira pas. Parce que... Enfin, c'est pas... Il y a un moment, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Donc nous, au FAIR, on arrête, ou plutôt on commence dès demain soir, sur une autre façon d'agir. Voilà. Ça fait 20 ans qu'on joue les bons garçons, ça fait 20 ans qu'on fait des propositions, plutôt pas bêtes, puisqu'elles sont globalement reprises, partagées, et on est bien d'accord, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais quand même, globalement, on arrive à se mettre d'accord assez facilement sur tout ce qu'on propose. Mais donc, à partir de demain soir, on va défendre nos propositions d'une autre façon. Parce que celles qu'on nous propose, ça sert simplement ceux qui sont en face de nous, mais pas nous, population, et finalement pas vous, élus, qui restez avec les problèmes que vous devez gérer. Voilà. Je ne vais pas être plus long. En revanche, parce qu'il faut toujours qu'on ait un fil conducteur, c'est ce qui a fait notre force dans Fracture. Et dans les associations, on essaye toujours d'avoir un temps d'avance. Donc là, je vous proposais différentes choses, une réunion à l'automne possiblement, mais surtout un courrier, je ne sais pas, à nous d'y réfléchir. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse voilà, en discuter. Alors, est-ce que c'est ce soir le bon moment? Est-ce que c'est dans quelques jours? Voilà, mais il ne faut pas qu'on reparte d'ici sans avoir une perspective d'action par rapport à ce qu'on vient de partager. Alors, bien sûr, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, il me semble que sur un certain nombre de points, et les plus importants, on est globalement d'accord. Donc, l'important, et il y a aussi un autre niveau, on parle beaucoup du préfet, et dans le cadre du CFL, ça nous a beaucoup animé avec Fracture, et on s'est rendu compte qu'à un moment, l'échelon préfectoral, c'est super. Sauf que c'est aussi, excusez-moi, je vais employer mes mots, c'est un filtre. Et ce qui se dit au niveau de la préfecture ne remonte pas forcément au niveau ministériel. Et j'ai écouté ta question, moi je suis allé la voir, j'ai entendu la réponse, et je partage complètement ton avis, ce qui fait pchit, c'est la réponse. Malheureusement, je ne suis pas étonné. Parce qu'on sent bien qu'en face de nous, ça tergiverse. Je pense que le ministre actuel n'est pas très au courant du dossier. Enfin, bon, bref, ça ne l'intéresse pas. Donc, nous, à un moment, ce qu'on voudrait aussi, c'est rencontrer l'échelon ministériel. Et alors, on l'a fait, mais pas au niveau ministériel, on a fait au niveau de son cabinet. Donc, maintenant, nous, ce qu'on vise, c'est plus haut, parce qu'il y a urgence. Le déclassement, l'élargissement, les choses, elles vont se décider. Hein. Là, ils sont en train de faire une concertation. Les ASF, là, pardon? Oui, sauf que la procédure, elle est engagée. Et voilà, alors après, on passe des années à se battre, comme la 45, super, vous avez gagné, super. Mais à un moment, pourquoi pas agir plus tôt? On a besoin qu'il se passe quelque chose. Parce que nous, la position vis-à-vis de la 46 Sud, ok, on dit non. Mais c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. Parce qu'on dit non, c'est blindé, et ça va l'être encore plus. On dit oui, il va y avoir encore plus de trafic, et ça sera toujours blindé. Donc, on nous demande de choisir entre la peste et le choléra, c'est ça qu'on nous demande dans la concertation, sans nous proposer d'autres choses, sans nous donner la possibilité de travailler à d'autres solutions. Je ne dis pas, parce que là, on n'est plus dans la phase où on propose des idées. Des idées, c'est facile, on en a tous. Le problème, maintenant, c'est les idées d'en transformer un certain nombre en réalité. Vous le faites dans votre quotidien. Vous, homme politique, tu as parlé de la loi à l'homme, vous l'avez fait avancer. Vous, au niveau de la métropole, vous faites plein de choses. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, nous, sur notre territoire, on est passé à côté de plein de wagons. Donc maintenant, nous, faire autrement, on dit stop. Voilà. On ne veut plus travailler dans ces conditions-là. On veut qu'il y ait des choses qui changent. Et la première chose qui peut changer, que nous, on est en mesure de faire, c'est de dire, vous voyez, votre concertation, là, eh ben, on n'y va pas. Et non seulement on n'y va pas, mais on la bloque. Voilà. Maintenant, on a besoin de vous aussi, hein, vous dans la salle, parce que plus on sera nombreux, plus peut-être on sera écouté. Je ne sais pas. À un moment, voilà, malheureusement, on nous compte toujours. Mais l'enjeu, il est là, mais il est bien sûr pas que là. Il est dans tout ce qu'on a dit avant, dans la construction et dans la suite qu'on va donner. Voilà. Je ne veux pas être plus long. Si vous avez des remarques, alors pour demain, on donne rendez-vous à 18 h ici, sachant que la réunion doit se passer à 19 h. Il est absolument clair qu'il n'y aura pas d'insultes,
il n'y aura pas de violence, quelle qu'elle soit, verbale ou physique. Hein. Ça, enfin, on a toujours travaillé comme ça au sein de Fracture, on a toujours travaillé comme ça au niveau du fer. Alors après, des fois, il faut tenir les troupes. Mais moi, ça ne m'inquiète pas. Je sais que je peux faire totalement confiance. C'est des fidèles, vous êtes des fidèles. On a fait des manifestations diverses et variées. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont plein de souvenirs de manifestations. Ça s'est toujours bien passé. Donc, bien sûr, demain, il n'y aura aucune insulte, il n'y aura aucun mouvement physique. Voilà, à moins qu'on soit chargé, parce que ça nous est arrivé, hein, en préfecture, on a été chargé par les forces de police. Mais ça, c'est leur problème. Ça peut être le nôtre, bien sûr. À nous de faire attention. Il est hors de question qu'on réponde à ça. On reste bien sûr toujours dans une forme tranquille d'action, mais déterminée. Voilà. Et donc, pour moi, la détermination, c'est de donner une perspective. Alors, je ne sais pas, je vous lance un peu la balle. Nous, on a des idées, mais il faut qu'elles soient partagées et surtout que vous nous donniez aussi les vôtres de comment on donne une suite à l'action de ce soir et aux actions futures. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des remarques, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, merci Gilbert. Alors c'est très clair. Bon, le fer a toujours été la version punchy de Fracture, donc ça nous apporte beaucoup de force en ce moment aussi. Bon, sur Fracture, on a une vision légèrement différente. Alors on est bien sûr opposé à cette concertation et je vais rebondir sur l'indépendance de la CNDP par exemple. La CNDP en 2020 a émis sa charte pour dire la transparence avant tout. Eh ben, manque de bol, on leur a demandé un dossier que ASF leur a présenté pour justifier la saisine. C'est-à-dire la CNDP a reçu un dossier d'ASF, la CNDP a dit ce dossier est bon, on le valide, on vous fait une concertation. On a demandé ce dossier parce que quand on a vu ASF, on s'est bien douté qu'il était très pauvre ce dossier. Eh bien la CNDP, en toute transparence, nous l'a refusé. Oui, non, ce n'est pas possible, on ne vous donnera pas ce dossier de la part réalisé par ASF. Nous avons poursuivi notre action auprès de la CADA, qui est l'administration qui impose éventuellement de donner un dossier quand celui-ci est consultable par le public. Eh bien, la CADA a dit « Je ne suis pas compétent, je ne vous donnerai pas donc l'autorisation d'imposer à la CNDP de vous donner ce dossier. » Donc, quand on parle transparence et de donner l'information avant, en amont, c'est raté déjà de la part de la CNDP. Nous avons porté plainte, Fracture, auprès de la CNDP pour dire « Nous ne voulons pas de concertation publique, nous voulons un débat public élargi. » Nous avons fait ça avec un avocat à Paris. Et puis la CNDP a le droit de faire durer longtemps sa réponse. Et elle s'en est servie puisqu'elle n'en a toujours pas répondu au tribunal administratif. Et donc elle a lancé cette concertation avant même de donner un avis sur notre action judiciaire. Donc voilà, la CNDP c'est un peu ça. Ils sont peut-être indépendants, mais ils sont quand même un petit peu liés à notre avis, sur le bon vouloir de se dérouler de cette concertation. Et j'en veux un peu pour preuve, c'est-à-dire que si vous voulez participer, Monsieur Fugit, il y a un bus qui part à 10h dans quelques jours pour aller visiter la 46 Sud. Alors j'ai demandé au Progrès si ça l'intéressait qu'on fasse une action. Il m'a dit surtout ne m'empêchez pas d'aller monter dans ce bus, je voudrais savoir quel guignol serait intéressé pour aller visiter la 46 Sud. Ils font ça 2 fois. C'est quand même curieux. Une troisième, c'est pour rencontrer le public, tenez-vous, sur l'aire de l'autoroute de Communet. Donc je ne sais pas qui vont rencontrer, peut-être des transporteurs roumains qui vont parler un français impeccable. Je ne sais pas. Donc franchement, quand on veut nous prendre pour des guignols, on ne fait pas mieux. Et puis on veut organiser une réunion de l'intermodalité, puisque M. Collas avait été sollicité, il a bien fait de refuser. L'intermodalité, c'est génial. Mais ça se fait où ? À Bron. Alors allez poser la question aux Brondillans, où est la 46 Sud ? Je suis garanti qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que c'est. Le Val d'Ozon, j'imagine non plus, à part aller promener son chien le week-end. Donc franchement, quand on veut saper une concertation, je crois que la CNDP ne fait pas mieux que ça. On n'aurait pas fait mieux, nous. Alors après, de là à ne plus intervenir comme le propose le faire, à Fracture, on est un petit peu différent. On est d'accord pour bloquer, on va bloquer parce qu'il faut manifester notre mécontentement, faire un buzz médiatique pour qu'on parle du vrai sujet qui est la mobilité et non pas la création d'une autoroute supplémentaire. Et ensuite, on a commencé à essayer au maximum de dézinguer cette concertation à chaque fois qu'on peut. Et on l'a déjà fait, je vais vous donner des nouvelles toutes fraîches, puisque nous avons à Fracture des gens qui sont allés à la concertation de Saint-Priest, et ils ont fait feu de tout bois. Et puis, donc, la CNDP ne dit pas un mot. ASF a du mal à donner ses explications. J'ai en direct sur des SMS, c'est pour ça que je regardais en même temps que Gilbert parlait. Et puis, il y a TTK, qui est une entreprise d'expertise, qui a sorti son dossier, qui est enfin sorti aujourd'hui.
Et la conclusion, page 24, vous pourrez la lire, dit que le dossier, il n'est pas très clair quand même, parce que d'un côté, il y a un peu de vrai, mais alors de l'autre côté, il y a beaucoup de faux. Donc on ne sait pas trop ce qu'il faut dire, si c'est bon, si c'est pas bon. Donc vous voyez que ce dossier est très mal ficelé, puisque même un expert comme TTK, qui est une entreprise allemande qui réalise des audits sur ces entreprises, sur ces circulations aussi, eh bien, elle ne sait pas trop quoi dire. En fait, sa conclusion, c'est qu'il faudrait peut-être étudier davantage le dossier avec toutes les prérogatives, dont le transport collectif, ils en parlent, dont un grand contournement, ils en parlent. Donc, il faut étudier plusieurs scénarios pour vérifier la pertinence de ce passage à 2 fois 3 voies. Voilà. Merci Gilles. Ça montre tout l'intérêt qu'il peut y avoir d'aller à cette concertation et de penser qu'on va être écouté. Donc maintenant, je pense que la réunion, est-ce que le maître du temps, on a été à peu près bon? Oh là là. Alors je vais me permettre d'être imparfait parce que j'aime bien ça. Donc je vais juste voilà, vous dire, pour ceux qui le souhaitent, demain, venez avec nous. Voilà, notre position, elle est claire. Je crois que Gilles, ce qu'il vient de dire sur la première phase, montre bien que les dés sont pipés. Donc voilà, nous, on a pris notre position. J'espère qu'on va trouver une prise de position constructive et qu'on la présentera au préfet. À nous d'y réfléchir si vous le souhaitez. Nous, on continuera d'y travailler de toute manière. En attendant, si plus personne a... Ouais. Je me permets de dire un mot. Très court. C'est trop tard. Non, je le dis et je l'assume complètement et j'aurais voulu savoir ce que mes collègues élus en pensent, mais après chacun est libre de s'exprimer ou pas. Sur le fond, je vous suis sur beaucoup de choses et je l'ai exprimé dans les courriers que j'ai rendus au ministre, etc., etc. En revanche, sur la forme, on se connaît bien, je le dis franchement. À titre personnel, je pense que c'est une erreur voilà. Et ça m'embête. Non mais nous sommes en démocratie, Attendez, laissez voir des élus applaudir le fait de ne pas faire une concertation publique, ça me gêne. On vous donne la parole après. Je vous donne mon sentiment. Mon sentiment, il est que il vaut mieux, mais on a le droit de se tromper, puis on a le droit d'échanger, nous sommes là pour ça. Je pense que c'est important d'échanger. Il vaut mieux aller à la concertation, dire tout ce que vous avez dit ce soir, y compris le fait que vous pensez que les dés sont pipés, que le dossier n'est pas bon. Moi-même, je pense qu'il faut faire des études d'impact plus poussées. Je vous l'ai dit, je l'ai dit dans le courrier au ministre, vous allez voir, je peux vous l'envoyer à tous si vous voulez. Donc, si je l'ai écrit, que je l'ai rendu public, c'est que c'est ce que je pense. Et je n'ai pas l'intention de me défier. Mais ça m'embête quand même de voir en tant qu'élu, qu'on refuse la démocratie. Enfin, notre pays souffre. Mais justement. Mais non, mais on ne peut pas dire comme ça. C'est ça qui conduit à l'abstention, aux extrêmes. Excusez-moi de vous le dire. Mais je le pense sincèrement. Mais non, c'est pas ça. Il vaut mieux aller à la concertation et dire dans tous les débats de la concertation pourquoi vous êtes en désaccord, donner les éléments de fond et pour que les garants mais qu'est-ce qu'ils vont écrire les garants à la fin? Si à chacune des réunions, on explique pourquoi on n'est pas d'accord, eh bien les garants, ils vont l'écrire qu'on souhaite qu'on étudie, pourquoi pas le branchement de la 432 au sud de Vienne où on peut être contre, parce que, etc., etc. Mais si vous ne mettez pas tout ça, vous ne l'aurez pas, ça ne sera pas dans la conclusion. Et c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est dommage de ne pas aller à la concertation. Je pense que faire l'effort d'aller à la concertation, c'est respecter justement le débat démocratique. Moi, je pense que c'est le contraire. Comme ça, les conclusions seront celles que vous voulez. Mais si vous êtes absent, les conclusions ne seront pas celles que vous voulez. Et pourquoi ça ne changerait pas si on est nombreux? Enfin, je ne comprends pas. Mais bon. Je te donne la parole, Christine. En tout cas, sur le fond, je suis d'accord avec vous, mais pas sur la forme. Voilà. Voilà. Ok, j'ai dit au départ... Au moins, j'ai le courage de vous le dire. Mais bien sûr. Et j'ai dit au départ, l'important, c'est qu'on s'explique, qu'on comprenne nos positions. On peut ne pas les partager. L'important, c'est qu'on les explique et qu'on se comprenne. À partir de là, on a chacun nos positions. Juste, je donnerai la parole au fond. Lors du premier débat public sur le CFAL, on y est allé extrêmement nombreux. Il y a des cartes qui sont partis de toutes les communes. On y est allé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. À la fin, j'ai plus le nom du commissaire enquêteur de l'époque. Il a dit dans sa conclusion, mission accomplie. C'est une question au fond, une remorque. Donc moi, je veux plus ça. Alors, quand on dit qu'au FER, et je fais partie du FER, hein, je suis sur l'antenne de Chat-sur-Rhône, que la concertation, c'est une parodie, si vous n'avez qu'à regarder, et par vous-même, vous allez vous rendre compte des rendez-vous qui sont fixés, à quel endroit, à quel jour et à quelle heure. Chat-sur-Rhône, ce sera un jeudi matin, de 9h à 12h, et on ne sait même pas où. Sans doute sur la place du marché, où il y a 2 marchands.
Le 26. Ah ben oui. Le 26 août, sur la place du marché, un jeudi matin. Parfait. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas rencontrer trop de monde. Alors, quand on dit que c'est une parodie de concertation, c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on s'est rendu sur des concertations, on s'est rendu compte qu'en fait, on servait de caution. On était les habitants qu'on avait rencontrés, qui avaient donné un avis dont tout le monde se fout, parce que la conclusion, elle reste toujours la même. Donc, nous, au FAIR, on a décidé que non, cette concertation, on n'y participerait pas. Parce que nous, la participation citoyenne, on sait ce que c'est. Les débats, on y a toujours participé et en même temps, on n'est jamais écouté. Quand on demande à nos élus de nous épauler, ils ne sont pas toujours là. Là, on vous demande de nous épauler en nous disant « Oui, vous voulez participer à cette concertation, on veut un débat public, on veut qu'il soit élargi, on veut une vision globale. Eh bien, aidez-nous sur ce sujet, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. » C'est ce que j'ai écrit dans ma lettre, madame, moi. Débat public élargi, c'est ce que j'ai demandé au ministre. Par contre, je pense qu'il faut venir le dire demain soir. Pour nous soutenir, il faut être demain présent avec nous pour dire cette concertation sous cette forme-là, nous n'en voulons pas. Il faut le dire. Nous allons le dire demain soir. Oui, mais il faut pas bloquer pour ça. Il faut laisser s'installer les gens et le dire demain soir. Non, écoutez, on a déjà testé ça. S'il vous plaît, stop. Stop. Excusez-moi, je vais jouer les censeurs, je vais jouer le maître du temps. C'est bien, on s'est exprimé, chacun avait des positions différentes. On est d'accord, en fait. On est d'accord sur le fond, pas sur la forme. En tout cas, on a compris pourquoi. Chacun s'est expliqué. Donc moi, maintenant, simplement, ce que je fais, c'est que je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent demain à partir de 18h ici, sachant que normalement, la réunion commence à 19h. J'espère qu'avec les élus ici présents et d'autres, on pourra se rencontrer à nouveau pour bâtir quelque chose d'autre qui va dans le sens de ce que tu as exprimé, Jean-Luc, c'est-à-dire de tout ce qu'on s'est dit avant. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on en termine là ce soir. Je vous remercie encore de votre participation, de la richesse des débats, d'être toujours avec nous. Et je vous dis à la prochaine. Et j'espère à demain. Au revoir.